Hey, 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 bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 134. 134. Ben, 134. c'est pas un chiffron. C'est moins le fun qu'un chiffron, mais ça va être un très bon épisode. Beaucoup de choses Ben, à ouais. jaser aujourd'hui. Deux nouveautés, puis moi j'ai que des bons films cette semaine que j'ai bien aimé, fait que je suis content. Ah oui. Ah oui. Ben, moi, écoute, je suis assez. Je suis assez équilibré entre des bons films et des mauvais. Mais j'ai beaucoup de séries aussi que je vais te parler aujourd'hui. Là. J'ai 3 séries que je te parle. Donc, des meilleures séries que d'autres. Des séries un peu plus nulles à chier, comme on dit. Mais sinon, on parle de tout ça, puis ça va être le fun. Absolument. Là, on peut commencer avec la nouveauté de la semaine passée, qui est un film de Sofia Oui, Coppola, que moi c'est une cinéaste que j'admire profondément, puis c'était bien, moi j'ai bien aimé. Je pense c'est que une t'as de bien tes aimé tops, aussi. hein? Ben, dur à dire, mais tu sais, j'aime tout ce qu'elle fait, là. Je trouve que tous ses films Sur ce sont bons Coppola. à leur façon, tu sais. Oui. C'est ça, Priscilla de Sofia Coppola, qui va comme contraster assez vraiment beaucoup avec le Elvis de Baz Luhrmann, je pense, tant dans la forme que dans le Oui. sujet aussi, puis de comment que Elvis est montré à l'écran aussi, ça j'aime quand même ça. Qu'on se tient plus à la Mhm. réalité qu'à la place de genre le montrer comme un dieu un petit peu, puis que c'est la Ouais. faute des autres si c'était une marde, c'est une marde à la base, tu sais. Oui. Puis Mais je voulais justement réécouter Elvis avant d'aller voir le film ou après. J'ai juste pas pensé le réécouter. Mais ça va être le fun de parler de la comparaison entre les deux films. C'est-à-dire que, oui, je comprends ton idée de. Tu sais, le Elvis de Baz Luhrmann, c'était vraiment pour mettre la légende, si tu veux, on the stage. Puis comme le voir en tant que fan de Elvis, comment tous les fans le voyaient sur scène puis dans sa vie en général. C'est sûr qu'on le voyait sur la drogue aussi, là, mais ça, c'est comme le typique biopic des célébrités. Là, tu vois ça dans The Rocketman, dans Bohemian Rhapsody. Tous les grands chanteurs, on dirait, ont une passe de drogue puis ils faillent mourir quasiment. Là. Mais mais c'est le fun aussi de voir dans Priscilla que c'est plus vis-à-vis les yeux de sa ben, femme, justement, de qu'on quelqu'un qui va l'a voir vécu pour Elvis. vrai, là, tu sais. Exact, c'est ça, tu sais. C'est ça. Dans le fond, l'histoire de Priscilla, ça se passe de ses 14 ans, quand elle a rencontré Elvis à 14 ans, puis il l'a comme groomé depuis ce temps-là. Mais tu sais, c'est une autre époque, là, c'est correct, là. Ouais. Je sais pas si c'est correct, là, mais en tout cas. Ben, C'est de 14 ans, ouais. d'ailleurs, je suis allé voir le film avec ma mère. Ma mère, c'est une grande fan de Elvis. Puis, elle n'est pas si vieille, mais c'est quand même dans son époque. Là. Puis, de nos parents et tout. Puis, tu sais, ça l'a vraiment choqué, justement. Tu sais, elle ne savait pas vraiment. Ben, sûrement qu'elle avait déjà entendu, là, parce que c'était pas nouveau non plus, là, d'apprendre qu'elle était aussi jeune, mais tu sais, ça l'a quand même choqué d'apprendre que Priscilla était aussi jeune quand elle a rencontré Elvis, puis que, tu sais, c'est lui. Tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit, pour les fans, le film de Baz Luhrmann, c'est sûr que c'est l'image de la légende du rock, tu sais, le King, comment que les fans le voyaient. Puis Priscilla, je pense que ça va faire jaser justement sur le fait que ça va sûrement en faire fâcher plus d'un de voir Elvis de ce regard-là. Puis ma mère était là, ah, je l'imaginais pas de même. Puis là, en même temps, c'est un film, tu peux pas. Ben, ça reste le King, mais la personne derrière ça, je veux dire, je veux pas aller sur le sujet, mais Éric Lapointe, il a sa vie aussi derrière sa rockstar là, du stage. Puis depuis le MeToo aussi, on a un plus grand regard sur justement la personne plutôt que l'œuvre qui donne au public. T'sais. C'est sûr Ouais, que ça reste un grand artiste, mais la personne, une mauvaise personne, garde, il ne c'est mérite ça. pas la gloire que. T'sais. C'est ça. Puis, ben c'est ça. Tu sais, ça part de 14 ans jusqu'à temps qu'elle décide de partir de la relation à, je sais pas, 25 ans peut-être, je sais pas trop. C'est pas clair. Tu sais, ça se passe de Ouais, 59 à 73 à peu près, je pense. ouais, dans vingtaine, je pense. C'est ça. Elle était jeune, c'est ça qui est. Ouais, elle était jeune. Oui, oui. Puis, dans le fond, c'est typique d'un film de Coppola, c'est l'aliénation, c'est comme une femme en recherche un peu d'émancipation, puis de Ouais.
liberté, tu sais, même si c'est pas nécessairement sa quête. Parce que, tu sais, on peut décortiquer le scénario un peu d'une manière où ce que dans chaque histoire, c'est le désir conscient contre le besoin inconscient qui se bat un contre l'autre. Puis, tu sais, si t'as pas ça, le film marchera moyennement ou marchera pas pantoute, tu sais. Puis le Ouais, film est très simple dans sa façon de faire ça, puis il est efficace. C'est que son désir, c'est l'amour, tu sais, c'est d'être aimé par Elvis, puis elle veut toujours c'est être ça. aimée par Elvis. Puis même à la fin, moi, je trouve la scène finale, sans spoiler, je trouve ça extraordinaire parce que c'est comme, tu sais, elle l'aime, puis elle va toujours l'aimer, Elvis, malgré les défauts, malgré tout, Mhm. tu sais, elle l'a toujours aimé. Sauf que son besoin d'émancipation, d'avoir une certaine liberté qu'elle n'avait pas chez ses parents, qu'elle pensait avoir chez Elvis, qu'elle ne retrouve pas, ben, il va prendre le dessus, puis c'est ça, tu sais. Sauf qu'elle va toujours l'aimer, puis je trouve que c'était quand même, c'était beau, c'était puissant. Non, la fin est vraiment puissante. C'est sûr qu'on en veut toujours plus aussi. Ça ferme sur une. Ça termine sur une conclusion assez ouverte, là, dans le sens que ça explique pas où est-ce que ça s'en va par après. C'est sûr que là, faites vos recherches, tabarouette. Là, le film, c'est sur quelqu'un qui existe. Fait que oui, on peut faire nos recherches par la suite. Mais je trouve que, comme tu dis, ça conclut bien l'histoire dans le sens que c'est une histoire qui aurait pu mal virer, là, mal terminer, parce que c'est quand même une relation toxique, là, on va se le dire. C'est extrêmement toxique. Puis, ben, la fin, c'est ça, c'est une belle fin en soi. Là. Même si on le sait comment ça finit pour Elvis, Ouais. ça finit bien pour Priscilla. Puis, je pense que c'est ça qui est important aussi puis c'est ça que j'ai vraiment adoré du film, c'est que Elvis, tu le vois à peine là, dans le film, oui, il va passer beaucoup de temps avec Priscilla, mais c'est rare qu'on y voit la face. C'est rare qu'on le voit en entier, jaser. Il parle vraiment pas beaucoup. Puis, tu vois juste cette figure-là du mari un peu contrôlant, puis de la star, justement, qui veut fabriquer sa propre femme à son image. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que c'est un film sur Priscilla, puis c'est Priscilla qu'on voit. T'sais. Contrairement à, justement, le Elvis de Baz Luhrmann, que bon, c'est une biopic sur Elvis, donc c'était évident aussi qu'on n'allait pas rentrer dans les détails de Priscilla, mais on la voit à peine dans le film aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais aussi, c'est pas un biopic sur Priscilla tant que ça non plus, c'est un biopic sur la relation qu'elle avait avec Elvis, qui avait comme Ouais. pas plus ou moins de relation aussi entre-temps. Elle était juste chez eux un peu, puis lui, il était parti faire d'autres choses, tu sais, Ah, des films, des tournées. c'était terrible, hein? Fait que Moi, ce que j'ai adoré, justement, c'est dans l'acting, justement, c'est quoi déjà son nom? C'est Kaylee Kelly Spaney. Spaney. Ouais. Puis tu sais, elle, je trouve ses expressions faciales disaient beaucoup, tu sais, dans son personnage. Puis, tu sais, la façon dont elle regardait Elvis, qu'elle regardait les autres autour d'elle. Puis juste quand elle est tout seule chez elle, puis ça a son caniche, puis elle est comme, bon, je peux rien faire de plus, tu sais, qu'attendre. Mais c'est ça que je trouvais incroyable, tu sais. Oui. Mais tu sais, ceci dit, le film était bon, j'ai bien aimé ça. Ouais. Mais ça reste un des moins bons de Coppola. À mon avis, peut-être que quand je vais le revoir, ça va être meilleur, là. C'est comme un peu Marie-Antoinette. Tu sais, au début, c'était comme bizarre, puis plus tu le revois, plus que tu caches la vibe, plus tu comprends ce qu'elle a voulu Ouais. faire. Tu sais. Puis les deux films se ressemblent aussi, Marie-Antoinette puis Priscilla, parce que c'est comme quelqu'un qui s'en va chez un roi, ou dans ce cas-là, c'est comme le roi du rock, ou je sais pas trop, là. Du rock'n'roll. C'est comme des gros parallèles à faire, puis c'est juste des gens qui sont là, puis qui s'emmerdent, puis qui n'ont rien à foutre un peu, là, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est comme si tu veux, la malédiction des reines, là, des princesses qui ont rien à foutre, puis qu'ils n'ont pas de pouvoir, dans le fond, là, Ouais, c'est sur ça. leur vie non plus. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Puis dans Marie-Antoinette, ça me rappelle aussi que c'est ça que j'avais beaucoup aimé aussi dans le film, c'est l'esthétisme du film. Je sais pas à quel point Sofia Coppola a une importance là-dedans. C'est sûrement elle là, qui décide aussi quel esthétisme son film veut avoir. Mais là, on se retrouve dans les années 60, 70. Je trouve qu'on avait une belle esthétisme. Puis même à l'écran, je sais pas si elle a tourné avec une caméra différente, là, mais tu voyais dans l'écran, des fois, il y avait, ben, c'est sûr qu'on avait des 8 mm à un moment donné là, pour leur mariage, des Ouais. situations vraiment comme j'allais dire classique, mais comme les clichés là, de ce qu'on connaît d'Elvis et Priscilla. Mais je trouvais que dans la teinte de son image, tout au long du film, tu vois vraiment cette teinte-là des années 60, 70, avec la fumée de cigarette. Tout le monde fumait, tout le monde. Ou juste au début, tu vois quasiment aucun visage des autres personnages, à part celui de Priscilla. Quand elle est chez elle avec ses parents, il fait sombre. Elvis, il est là, tu vois juste son toupette. Puis il voit pas le visage.
Je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment bon. Et, ce que je trouve drôle, c'est que le directeur photo s'appelle Philippe Le Sourd. Puis tu sais, Le Sourd, c'est comme s'il n'entend pas le son, puis il fait juste la photo, puis c'est l'esthétique qui compte. Je trouve ça drôle. Son nom, il marche bien. Il travaille souvent avec Sophie Coppola, lui. Non, pas de mémoire. Il me semble Ok. que c'est la première fois que j'entendais son nom, fait que je pense que non. Philippe Lesourd. Puis il me semble qu'habituellement, son directeur photo dans ses premiers films, c'était Harry Savides, Oui, qui était avec. Je pense qu'il a fait des films avec Fincher aussi, Savides, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. ok. Puis là, c'était lui aussi pour Priscilla? Non, non, c'était Philippe Le Sourd. Ok, ouais, c'est ça. Philippe Lesourd. Mais oui, effectivement, j'ai aimé aussi le film. Moi, j'ai beaucoup aimé justement la relation entre les deux protagonistes, là, qui est Priscilla et Elvis. Mais c'est surtout ça que j'ai trouvé quand même puissant. Le fait, bon, l'acteur qui jouait Elvis, je le connaissais pas avant. Ben, je savais dans quoi il jouait, là, mais c'est Jacob Elordi. Puis, il est réputé depuis Euphoria, que je vais jaser justement un peu plus tard là, dans l'émission, parce que j'ai regardé les 2 saisons de Euphoria après avoir vu Priscilla. Parce qu'il m'a quand même intrigué comme acteur. Il a quand même une bonne prestance à l'écran. Puis là, c'est sûr, en Elvis, j'avais lu, ça me faisait rire parce que j'avais lu j'avais rien lu, là, mais j'avais vu un titre sur Facebook. Puis ça disait le nom de l'article, le titre de l'article, c'était Jacob Elordi, en anglais, là, ça disait Jacob Elordi a pas demandé de tuyau à Austin Butler pour jouer Elvis. Puis là, c'est comme, on s'en calisse. C'est pas du tout le même personnage là, oui, ils ont joué le même, la même personne. Là, oui, c'est Elvis, mais c'est pas du tout la même vibe qu'il y a à interpréter. Là, fait que je trouve ça bien comique. Là, parce que c'est sûr, si vous êtes des fans d'Elvis puis vous pensez entendre Elvis chanter, c'est pas un film pour vous. Là, dans le sens que c'est un bon film, là, écoutez-le, mais c'est pas un film dans lequel on voit Elvis chanter. Puis je pense qu'il joue juste une fois au piano. Tu vas avoir peut-être un show là, qu'il fait à la télé, mais sinon, on n'entend pas vraiment pas Elvis chanter. Là. Non, c'est ça. Puis, je trouve que la musique est pas assez présente dans le film, contrairement, mettons, à d'autres films de Coppola où est-ce que c'est quasiment central, Ouais. sa musique. Fait que Tu c'est bizarre, penses-tu mais tu oui. penses, tu penses Ouais, qu'elle voulait faire justement une contradiction avec le fait que, hey, on parle peut-être. d'un chanteur, tu sais, puis je veux. Parce que je trouve les silences, c'est ça qui fait aussi l'effet anxiogène là, du personnage, tu sais, le besoin d'émancipation, puis le besoin d'air, tu sais, elle n'a pas le choix d'être enfermée chez elle, elle peut même pas sortir dehors, tu sais, fait que c'est comme en mettant sans musique, sans rien. Peut-être, ça fait du sens, ça. Ouais. Puis, tu sais, habituellement, un genre de biopic comme ça, où est-ce que ça passe sur plusieurs années, ça marche plutôt moyen parce que c'est dur de suivre comme une quête sur 15 ans, peut-être, là. Mais je Ouais. trouve que le film le réussit assez bien aussi dans ça, tu sais. Je trouve pas que c'est au niveau d'un Spencer ou de, tu sais, mettons, Jackie de Pablo Larraine, mais je pense que Ouais. le film le réussit assez bien, puis tu sais, la continuité de la quête est bonne, puis on est assez embarqué là-dedans aussi, c'est le fun. Mhm. C'est vrai. Ben, c'est un film, plaisant à regarder. Mais comme tu dis, moi, j'ai toujours pas vu Lost in Translation. Mais jusqu'à maintenant, mon préféré de Sophie Coppola, c'est Virgin Suicide. Fait que, Mais tu sais, remarque que là, c'est Translation, c'est la même chose aussi. C'est une fille qui est comme quelque part, son chum, il est pas mhm, vraiment là, puis elle est comme pris dans un pays qu'elle connaît pas, puis elle est toute seule, puis elle essaie de trouver c'est ça. une petite bouffée d'air quelque part, tu sais. Avec Bill Murray. L'excellent Bill Murray. Ben, d'ailleurs, j'ai regardé un moyen métrage que Sophie Coppola a fait. C'est sorti sur Netflix en 2015. C'est A Very Murray Christmas. C'est juste Bill Murray qui joue Bill Murray, qui va faire une. Il est comme pogné pour animer un show en live là, pendant Noël, là, le soir de Noël, la veille de Noël. Puis c'est à New York, il y a une grosse tempête dehors, il est tout seul dans l'immeuble avec les gens qui travaillent pour lui, là, pour son live. Puis il a comme pas le choix de faire ça, on dirait. Puis c'est une émission qui s'appelle A Very Murray Christmas. Puis là, il est censé avoir des vedettes qui arrivent comme George Clooney, Miley Cyrus. Mais là, il n'y a personne qui est là. Donc là, lui, il est comme désespéré. Il est comme, bon, je suis un has-been. Il n'y a personne qui est là. Puis finalement, là, t'as comme beaucoup de visages là, qui arrivent. Michael Cera qui va jouer
un autre personnage là, qui est comme un agent d'artiste et tout. Mais tu sais, t'as beaucoup de vedettes, célébrités là, qui arrivent, comme Chris Rock qui va être là. Puis là, Murray, il va le prendre, puis il va dire faut que tu m'aides, faut que tu chantes, tu fais du hip-hop. Tout. Il est comme ben Bill, tu me connais pas, tu sais pas qu'est-ce que je fais, je suis pas un chanteur. Puis tout. Finalement, ils vont chanter des tunes. Puis là, tu vas avoir d'autres acteurs comme. Tu vas avoir Jason Schwartzman, justement, qui va être là aussi. Il va chanter avec des gens dans la cuisine. Mais c'est un 50 minutes qui passe assez vite, mais c'est pas bien ben bon, là. Dans le sens qu'il. Bill Murray, oui, il est comique, là. Ça va être drôle au début. Admettons, les 20 premières minutes sont drôles parce qu'il est comme désespéré puis il recherche des gens. Puis là, à fur et à mesure que tu avances dans le métrage, ben, il chante avec des célébrités, puis là, il chante des tunes de Noël. Là. Puis là, à la fin, finalement, t'as Miley Cyrus puis George Clooney qui sont là, puis là, ils chantent avec eux. Puis, ben, ça doit être le fun de regarder vraiment dans le temps de Noël. Là. Ben, c'est un peu l'équivalent du Noël des Gardiens de la Galaxie. C'est un peu dans la même vibe, un peu stupide. Puis... Ouais, un peu, ouais, je dirais. Mais c'est sûr, il y a plus de tunes, là, ça chante un peu plus. Là. Gardien de la Galaxie, au moins, il y avait une petite histoire rocambolesque, là, mais oui, c'est un peu le même style. Là. C'est comme un spécial Noël. Puis tu reconnais. Ben, en tout cas, je suis pas un grand fan de Sofia Coppola, fait que je pourrais pas dire si on reconnaît à fond sa réalisation, mais tu sens qu'elle a quand même beaucoup de liens avec Bill Murray, puis c'est amical, fait que c'est bien filmé. Tu as aussi l'actrice qui joue avec Bill Murray dans On the Rock, qui est là-dedans. Rashida Jones, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle aussi, elle apparaît là-dedans. Fait que c'est juste le fun. Si vous avez rien à écouter sur Netflix, écoutez ça. Ben, ça va être le fun pareil. Là, ben ouais. Ben, tu sais, c'est 2015. Fait que il parle beaucoup. Ben, c'est ça aussi la joke avec George Clooney dans le film, parce que je sais pas si tu as déjà vu là, le film de Monument Man. Non, j'ai pas vu. OK, parce que Bill Murray joue dans le film avec George Clooney, Matt Damon, John Goodman. Puis là, c'est comme une joke là-dedans, comme quoi il est rendu une big star parce qu'il a joué avec George Clooney. Puis tout le clan des grandes vedettes, là, en tout cas. Ça reste Bill Murray. La prochaine fois qu'on le voit, tu sais, c'est dans quoi? Ben, c'est ça, je voulais te parler avant de passer à Marie-Antoinette, le trailer de Ghostbusters. Là, ça, je suis, malgré que le dernier n'était pas très bon, mais je suis assez excité Oui. pareil. Je trouve que le film a l'air bien. On retourne à New York, puis ça a l'air le fun. Tu vas me permettre d'avoir un doute quand même. Parce que ouais. le dernier, j'ai vraiment pas aimé. Ça m'a vraiment troué le cul. Mais ouais, c'est vrai que ça a l'air plus. Ça a plus l'air d'un Ghostbuster. En tout cas, dans l'annonce, on voit une vibe un peu plus Ghostbuster. Là. Surtout que Bill Murray a l'air d'être plus présent. Je sais pas si Danny Croyd va être là, mais ça a l'air d'être. Winston aussi, on le voit dans le générique. Fait que j'imagine que l'équipe est là, puis vu que ça se passe dans leur quartier, j'imagine qu'ils vont être plus présents. En tout cas, sinon c'est plate. Là. On croise les doigts. On verra. On verra bien. Mais Priscilla, qu'est-ce que tu filmes? Ouais. Puis là, moi, pour accompagner ça, j'ai regardé Marie-Antoinette parce que c'est un film que j'aime beaucoup, puis je pense que je peux faire des comparatifs intéressants. Puis Marie-Antoinette, c'est l'histoire de Marie-Antoinette qui se passe aussi sur une longue période de temps, de quand elle est jeune, puis qu'elle s'en va. D'abord, c'est une princesse d'Autriche qui est envoyée en France pour se marier avec le prince Louis Auguste. Oui. Parce que c'est une affaire d'alliance, puis elle pense arriver là, puis ça soit tout beau, puis tout. Puis finalement, ben lui, il n'a rien à foutre d'elle, puis genre, elle se ramasse juste dans le château, puis elle se fout complètement de toutes les conventions de la monarchie, des affaires comme ça, puis elle est juste là, puis elle s'emmerde. Puis... C'est un peu ça le film. Le film a l'air un petit peu long, parce que c'est ça qu'elle veut que tu captes, c'est l'ennui, c'est juste, t'as rien à faire, puis elle est juste là, puis elle s'en fout, tu sais. Puis, tu sais, tout le monde met de la pression pour qu'elle ait des enfants, parce que ça prend ça pour comme créer des liens royaux entre les différents pays, tu sais. Ouais, t'as pas le choix. Puis là, sa mère est comme, hey, genre, tu dégages pas assez le sexe, fait que genre, fais quelque chose, c'est de ta faute. Là, c'est juste que l'autre, il veut pas coucher avec. Puis ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'il couche avec pour avoir des enfants. Puis c'est juste ça, c'est l'ennui. Mais je trouve que le film marche bien parce qu'elle va chercher une vibe comme avec la musique contemporaine, puis genre du punk, puis des affaires comme ça qui vient comme détonner avec l'époque de la fin des années 1700. Ouais, je me rappelle, j'avais bien aimé ça, ce petit côté-là. Là. Puis, tu sais, on parle pas beaucoup aussi c'est vraiment axé sur Marie-Antoinette, parce qu'on parle pas beaucoup du contexte social, de qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont fait décapiter. Parce qu'on voit pas qu'ils se font décapiter à la fin du film, mais tu sais, ils se font décapiter dans la vraie vie.
Ouais. Puis on mentionne les affaires pour la nécessité de l'histoire, mais on est vraiment axé sur Marie-Antoinette, puis genre son ennui, puis comme Mhm. au final, elle se fait tuer pour absolument rien parce que, tu sais, elle veut pas être là, là, tu sais. Elle a jamais demandé d'être là, puis elle paye le C'est prix pour ça. ça, tu sais. Contre son gré, ouais. Puis je pense qu'un des attraits du film, c'est que c'est tourné dans le palais de Versailles, pour vrai, dans le château de Versailles, puis c'est vraiment, vraiment beau, tu sais, c'est les Ah vrais oui. décors, puis c'est Mais comme si c'était un tu aura, là, ressens tu sais. les. Tu sais, c'était les années rococo aussi. Tu sais, c'est très fleuri, c'est très. Il y a Ouais, beaucoup de motifs partout. Puis, c'est beaucoup. Tu sais, j'ai remarqué aussi. Ben, j'ai remarqué dans. Tu peux faire des comparaisons aussi avec ben, des liaisons, en fait, là, entre Marie-Antoinette puis Priscilla dans la teinte du rose. Tu sais, elle utilise ouais, beaucoup de rose pour ouais, les deux. absolument. Juste ça, je voulais dire. Je pense que c'est Harris Savides aussi, je vais aller voir, là, mais le directeur photo sur Marie-Antoinette, là. OK? Ouais, Marie-Antoinette. Ouais, tu vois encore là, l'esthétisme appartient Non, beaucoup. Ben, c'est sûr qu'on est ouais. dans une époque, tu sais, que c'est très flashy là, aussi comme esthétique, là, les années Ouais. rococo, mais c'est C'est encore une là, époque tu sais, qui nous a marqué encore aujourd'hui, là, tu sais, je pense qu'on s'en ben rappelle, oui, puis c'est comme iconique, là, tu sais. Ouais. c'est ça. Puis tu sais, ça vient encore plus chercher le regard du spectateur, tu sais, en mettant ça sur l'écran. Surtout s'ils ont tourné dans le vrai palais de Versailles. Ben, c'est fou parce que tu sais, tu dois avoir des restrictions de tourner dans Versailles, tu peux pas faire tout ce que tu Ah, c'est veux parce que sûr. c'est comme historique, puis tu sais, il y a des gens qui viennent visiter, là, puis, Ouais. tu sais, des fois, ils détruisent des affaires, puis je sais pas comment ils ont fait ça, en tout cas, c'est intéressant. Mais le directeur photo, c'est Lance Ackard, qui a fait Ah, Lost in Translation aussi. Fait que Harris Savides, c'est peut-être juste sur son premier qui était Virgin Suicide. ah En tout cas, peut-être. c'est ça. En tout cas, Marie-Antoinette, moi, je pense que c'est un film qui mérite le détour, puis plus que tu le regardes, plus que tu vas le Ouais. comprendre, plus que tu vas l'apprécier, tu sais. Mais Faudrait que peut-être je le qu'une vois à première nouveau. écoute. Ouais, ben, une première écoute est un petit peu aride, peut-être, là, mais c'est Ouais, bon. j'avais juste vu une fois, moi. Puis, tu sais, Kristen Dunst, c'est toujours incroyable, là. Oui, Mary Jane Watson. Ouais, Mais pas seulement ça, euh, mais je pense qu'il était sur Netflix, hein, Marie-Antoinette? Ben, toi, tu l'as, je j'imagine, en sais pas. DVD. Moi, je les ai tous en DVD. Ben, en DVD OK. Blu-ray, tous ces films, je les ai, là. Fait que- parce que je capote, là. Christy, capoté ben raide, Ben? Ouais. Ben, je sais pas où est-ce qu'il est en Marie-Antoinette. Ben, je pense qu'il est sur Netflix. Mais je suis pas sûr. Ben, je dis ça, là. Checkez ça, checkez ça. Checkez ça. Puis sinon, ben, son dernier, c'était. Ben là, c'est Priscilla, mais son dernier avant ça, c'était On the Rocks, On c'est the ça? Rocks, qui est sur The Rock. Apple TV+. Apple C'est TV, un ouais. film d'Apple TV qui était assez ordinaire. Ben, c'était bon, là, tu sais, puis ça reste Coppola, mais Ouais. tu sais, Ben, c'est c'est ça que tu mineur, m'avais puis dit, hein. C'était c'est ordinaire. ordinaire, ouais. Bon. Mais ça vaut le détour pareil. Je pense que le film est le fun, puis tout, mais tu sais, c'est pas une grande œuvre, là, tu sais. Mhm. Ouais. Mais ça avait l'air un peu plus, justement, ordinaire, tu sais, comme œuvre. Bref. Qui on est pour juger? Qui on est pour juger? Ben, tu sais, c'est un bon moment pareil, là, tu sais, ça vaut la peine, là. C'est Checkez-le. vrai. Tu veux, Benz, je te parle de la nouveauté de cette semaine? Parce que Oui. là, oui, oui, je te l'ai déjà dit, mais je me suis trahi. Je me suis trahi, Ben, cette semaine. Je vous avais dit à tous que j'irais pas au cinéma voir The Marvels parce que ça m'intéressait pas, puis j'avais aucune intention d'aller le voir. Puis finalement, ben là, je me suis dit, ah, pourquoi pas, tu sais. Parce que c'était pas cher, puis je me suis dit que c'est tant qu'à être là, m'aller le voir pour en jaser, ah, qu'est-ce que tu regardes? C'est pour vous autres que je m'en vais voir ça. C'est pour vous autres que j'ai souffert ma vie pendant 1h40. OK? Mais là, Ben, c'est aussi parce que j'ai entendu des rumeurs sur euh, la scène cachée d'après le générique. Puis je un, voulais juste confirmer ça. Fait que je suis un allé. film qui repose sur sa scène cachée d'après générique, ça vaut quoi, tu sais? Exact. Mais je me suis dit, garde, pour 10$, m'aller dormir sur le film juste pour me réveiller à la fin. Non, mais sans joke, je suis allé voir The Marvels. Puis de toute façon, je suis un grand fan du MCU. Tu me connais, Ben? Fait que, ben, c'est ça. Je suis. Ben, à date, j'ai tous vu les films du MCU au cinéma. Fait que je reste quand même fidèle à moi-même. Puis même, même les plus nuls. Puis, ben, tu vois, je me suis pas. Oui, je me suis ennuyé là, pendant le film, je vais te le dire. C'est le film le plus court du MCU. Celui qui détenait cette mention-là, c'était, si je ne me trompe pas, The Incredible Hulk, qui était 1h50. Tu avais aussi Thor 2 là, qui durait comme 1h52. Tu sais, ces deux films-là, c'est aussi deux films qui sont
moyennement bien apprécié là, dans la MCU. C'est sûr que Incredible Hulk, c'était celui avec Edward Norton, là, qui a été fait par Universal. Fait que, on le compte pas souvent là, dans les MCU, mais il fait partie quand même du MCU. Puis là, ce film-là de Marvels dure 1h45. Puis là, c'est comme je t'ai souvent dit, Ben, un film de super-héros qui dure pas 2 heures, tu peux rien faire avec ça. C'est comme. C'est du déjà vu, là. On le sait, ça. Dans tous les films de super-héros qui durent en bas de 2 heures ont toujours été merdiques. Ça n'a jamais été aimé. On prend, par exemple, les 3-4 Fantastiques. Ils durent tous en bas de 2 heures. Puis ça n'a jamais marché, ce film-là. Moi, j'ai aimé les deux premiers là, qui ont été faits par Fox en 2005-2007. Mais tu sais, le surfeur d'argent, il dure 1h32. Tu peux pas faire un film avec ça. T'sais. Mais c'était le fun parce que tu voyais le Silver Surfer, qui est un personnage vraiment important là, de Marvel, puis qui était tant attendu par ça. Puis j'ai beaucoup aimé le film. Mais tu prends le dernier qui a été fait là, par Josh Trank en 2015 avec Michael B. Jordan en tant que la torche humaine. Puis le film, il dure 1h48, quelque chose comme ça. Puis c'est de la merde, là, ça marche pas. Il n'y a rien qui se tient après l'histoire. Puis là, de Marvels, on n'est pas sûr c'est quoi leur intention en faisant ce film-là parce que, bon, c'est comme la suite de Captain Marvel. Fait qu'il aurait pu l'appeler Captain Marvel 2. Ils n'ont pas fait ça. Ils l'ont appelé The Marvels. Pourquoi? Parce que c'est aussi la suite de Miss Marvel, la série Disney Plus qui a été faite il y a peut-être 2 ans de ça. Fait que, ben, peut-être pas 2 ans, là, 1 an peut-être. Puis, fait que, Miss Marvel. Fait que, tu sais, le film de 1h45, je trouve, il aurait quasiment pu être deux épisodes de plus là, de la série de Miss Marvel parce que, bon, ils ont mis un peu plus de budget, là, mais en tant que scénario, c'est pas super, là, puis c'est pas vraiment incroyable, là, comme un film de super-héros qu'on attend, tu sais, à tous les ans, puis qu'on a envie de voir. L'histoire est vraiment plate, puis est vraiment cliché. Là. En fait, c'est que 3 personnages ont le même genre de pouvoir. T'as Captain Marvel, t'as Miss Marvel, puis t'as aussi Capitaine Rambeau, mais que, tu sais, elle, son nom de personnage n'est pas clair encore. Là. C'est comme un mélange de personnages qu'ils ont fait, là, des comics et tout. Mais les trois femmes, ben, les 3 filles ont des pouvoirs semblables qui sont reliés à la lumière ou quelque chose comme ça. Ça fait en sorte que dans le film, il y a une vilaine une vilaine vraiment sans saveur. Là. aucune caractéristique propre à elle. Puis ça, en plus, c'est une autre erreur là, d'un film de super-héros. Tu peux pas avoir un film de super-héros si t'as pas de vilain, tu sais. C'est connu, je t'en ai souvent parlé, Ben. Tu vas être d'accord avec moi, là. Il me semble que ça arrive souvent que les vilains sont pourris chez Marvel. À part, Ben, mettons, exact. Thanos qui était très bon, mais le reste, tu sais, quand tu regardes Thor, le dernier Thor, c'était pourri. Tu regardes Oui. Doctor Strange, c'était épouvantable. Ben, c'est ça, c'est dans les derniers films, on dirait qu'ils sont pas capables de représenter un bon vilain. Tu sais, parce que dans Thor, là, Love and Thunder, ça aurait pu être. Tu sais, c'est Gore the Butcher, qui est joué en plus par Christian Bell. C'est un Christy de personnage. Hein. Puis c'est un personnage qui aurait pu être vraiment violent, puis vraiment fantastique, mais ils l'ont vraiment mal exploité. Mais là, ici, c'est ça, c'est un peu le même cas. Tu sais, t'as pas un bon vilain, tu le vois à peine dans le film, puis les raisons, tu sais, son motif de faire le mal est vraiment pourri. Tu sais, dans le fond, la vilaine, écoute, je me rappelle même plus de son nom, parce que je connaissais pas, mais c'est une crie. Puis je sais pas si tu vas t'en rappeler, là, c'est le Ronan le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie 1. Celui qui a comme un marteau, là, qui prend justement la pierre du pouvoir dans son marteau, puis il est comme bleu, là, lui. Je sais pas si tu t'en rappelles. Mais C'est bref, vague, mais ouais. ouais. Lui, il travaillait comme pour Thanos, là, mais en tout cas, c'était comme le roi des cris, là, quelque chose comme ça. Puis, ben, dans le fond, elle, c'est juste le même méchant. Là. Dans le fond, c'est comme la reine, si tu veux, des cris, puis elle a encore un marteau, mais un plus petit format. Là. Elle a un marteau, puis là, elle trouve un espèce de bracelet, euh, un bracelet jumeau de celui que Miss Marvel a, qui lui a comme donné des pouvoirs au début. Puis, fait que là, ils sont comme reliés par ça.
Mais là, elle, en déterrant ce bracelet-là, ça fait en sorte que les 3 Marvels, ben, ils vont interchanger leur corps, si tu veux, mais c'est pas... selon l'annonce, ça semblait être un Freaky Friday, là, mais c'est juste que, admettons, on a les mêmes pouvoirs, moi puis toi, puis là, j'utilise mon pouvoir, puis là, je vais me retrouver à ta place, puis toi, tu vas te retrouver à ma place. T'sais. Comme ils se volatilisent. Là. Ils changent de place, de lieu, en utilisant leur pouvoir. C'est mal expliqué, là, mais en tout cas, c'est ça le film. Fait que dans le fond, ils vont tous se relier l'une à l'autre en utilisant leur pouvoir, puis là, ils vont comme interchanger leur place. Puis, tu sais, oui, il y a un aspect comique à tout ça, là, c'est drôle. Il y a une bonne énergie, là. Le film, il y a une bonne énergie. Ils ont essayé même d'aller chercher un peu d'humour à la Gardienne of the Galaxy, ce qui n'est pas méchant, ce qui n'est pas mal non plus, mais ça ne fait juste pas parce que tu peux pas faire comme les Gardiens de la Galaxie si tu n'as pas James Gunn. T'sais. Puis là, la réalisatrice, c'est Nia D'Acosta, si je me rappelle bien. Oui. Puis moi, j'avais lu justement, j'avais vu un petit teaser parce que, tu sais, Marvel font tout pour essayer de donner un peu espoir aux fans, puis dire, hey, venez voir le film, ça va être bon. Fait que, tu sais, dans l'annonce, il en montre beaucoup. Fait que là, il montrait des passages justement que tu voyais il disait, venez découvrir qui est la légende de Marvel qui apparaît dans le film. Puis dans le fond, c'est juste Valkyrie, l'amie de Thor, là, dans le fond, la Valkyrie, qu'on voit dans Thor, qui apparaît dans l'annonce. Mais dans le film, elle est là 5 secondes, puis tu sais, ça veut rien dire pantoute. Puis là, tu voyais la réalisatrice dire en entrevue, ah, je me suis vraiment inspiré de Final Fantasy, puis pour faire des scènes d'action et tout. Mais il y a zéro, je sais pas si tu as déjà joué à Final Fantasy, là, mais il y a zéro de lien à faire avec Final Fantasy. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'elle a fait ces liens, là, mais en tout cas, les scènes d'action, c'est comme du CGI à fond. Là, tu peux, oui, peut-être que l'acteur a pris des positions comme dans Final Fantasy, mais on voit rien parce qu'il y a plein de jets de lumière, puis ça paraît pas. Fait que, en tout cas, mais de toute façon, il y a comme une rumeur qui dit vu que Kevin Feige, c'est lui le grand boss de Marvel, du MCU, en fait, là, ben là, peu importe les réalisateurs qu'ils prennent, c'est lui qui décide au bout du compte, fait que ça vaut rien la réalisation. C'est sûr que là, rendu là, Je suis pas peut-être d'accord. ben moi non plus, parce que tu pourrais pas avoir, mettons, des Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Tu pourrais pas avoir des Iron Man de Jon Favreau. Je pense que chaque réalisateur met quand même son petit piment fort dedans. Mais c'est sûr qu'au bout du compte, peut-être des choix artistiques ou des choix de production, oui, Kevin Feige va mettre son grain de sel, mais... Peut-être plus au niveau du scénario aussi, qu'il est comme décidé d'avance, puis t'es poigné avec ça, puis après ça, il faut Ah que tu mettes oui, ah, mais ton ça, c'est visuel que sûr. tu veux. Ouais. Ça, c'est sûr, la scénarisation, ça, c'est déjà écrit, puis je pense pas que les réalisateurs ont vraiment un mot à dire là-dedans. Mais peut-être les acteurs ont plus de mots à dire, là, justement, comment ils jouent le personnage et tout, mais en même temps, c'est ça. Fait que The Marvels, c'est l'histoire, justement, des 3 femmes qui vont par hasard se retrouver ensemble puis faire équipe ensemble. Mais tu sais, ça passe tellement vite, le film, t'as pas le temps de t'attacher au personnage. Puis d'ailleurs, justement, Captain Rambeau, elle, c'est la fille. Dans le fond, c'est comme la nièce de Captain Marvel. Là. Tu la vois toute petite fille dans les années 90, justement, dans le premier Captain Marvel. Puis elle, tu la revois, l'actrice qui joue dans The Marvels, qui joue ce personnage-là, tu la revois plus tard, justement, dans WandaVision, où c'est là qu'elle va avoir ses pouvoirs. Fait que, tu sais, là, rendu là, à cette heure, t'as comme pas le choix d'écouter les séries, là, si tu veux comprendre les personnages, puis, tu sais, juste Miss Marvel, si tu veux comprendre c'est qui, faut que tu écoutes la série, là, tu sais, Disney+. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que, justement, j'avais peur au début, là, quand ils ont sorti l'idée de faire des séries streaming Disney+, je me suis dit, bon, on n'aura pas le choix d'écouter les séries si on veut comprendre les films. Parce que, tu sais, déjà, à la base, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tu n'avais pas le choix vraiment d'avoir vu WandaVision, tu sais, si tu voulais comprendre où était rendu le personnage de Wanda, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve dommage. Là. Il oblige les gens à prendre Disney Plus pour voir les séries.
Mais c'est ça. Mais en gros, The Marvel, c'est ça, c'était. Je me suis ennuyé, là. C'était vraiment. Mais tu sais, c'est pas un manque d'énergie, tu sais, comme je t'ai dit, le film est super énergétique. Oui, il y a des bonnes scènes, il y a des scènes comiques. De Samuel L. Jackson qui reprend son rôle de Nick Fury dans le film. Puis, tu sais, il est comique, il est drôle, il sert à rien, mais il est comique. Puis, tu sais, oui, j'ai ri à certaines scènes, il y a des scènes vraiment le fun, mais le vilain est vraiment pourri. Puis, juste, tu sais, la base du scénario est vraiment pourrie. Là. Le film sert à rien. Là. C'est vraiment un film juste pour présenter ces trois femmes-là, super héroïnes. Puis, c'est ça. Dans le fond, tu sais, ça avance aucunement l'histoire. Là. De voir ce film-là, là, ça avance aucunement l'histoire. Mais j'ai quand même été rassasié par la scène cachée, Ben. Comme je te disais, j'allais voir ce film-là justement pour être sûr et certain de ce que j'avais entendu là, dans les rumeurs, comme quoi la scène cachée, c'était quoi. Là, je révélerai rien, mais c'est une scène extrêmement puissante, puis ben, puissante, on se calme, mais en général, les scènes cachées des Marvels, ils servent à rien. C'est juste comme des petites scènes, puis là, ah oui, ça va te donner un petit. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une scène qui vraiment qui donnait le ton à la suite. Là. Puis la scène, bon, il y a des petites affaires qu'on s'en fout un peu là, dans la scène cachée, mais il y a un personnage, entre autres, qui apparaît, puis tu te dis, aïe, aïe, la suite, ça va être écœurant. Puis, ben, le prochain film, justement, qui me rend hype à fond, c'est Deadpool 3, qui va sortir en juillet. Donc là, parce que la strike des acteurs est finie, là, je ne sais pas si tu étais au courant. Oui. La strike est finie, fait que là, ils ont tous sorti les nouvelles dates de sortie. Puis là, malheureusement, Disney a annoncé qu'en 2024, il y aura juste Deadpool 3 qui va sortir. Ben, c'est Comme une bonne film de nouvelle. super-héros. C'est une bonne nouvelle. Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, ils ont besoin de temps aussi. Puis tu sais, il y avait eu beaucoup de critiques aussi, là, de Bob Iger, puis tout le kit, là, mais, tu sais, je pense qu'ils ont vu aussi que les fans commencent à être un peu tannés, puis comme, tu sais, qui mettent un peu plus d'efforts là, dans les scénarios, puis, Il faut que ça tu sais, devienne un monter. événement. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que c'est plus un événement. Ben, exact, exact. Mais ça reste qu'il va quand même avoir des séries Disney Plus qui vont sortir, tu sais, comme t'as Echo qui sort en janvier, qui est un personnage vraiment secondaire, là, que moi je m'en fous personnellement, mais dans la série, on risque d'avoir Daredevil, on risque d'avoir Wilson Fisk, fait que tu vas avoir des caméos vraiment le fun dedans. Mais bon, Deadpool 3 qui va mettre en vedette beaucoup de caméos, beaucoup d'acteurs qui reviennent dans des rôles qu'on a vus dans le Marvel de Fox, 20th Century Fox, que ça va être vraiment intéressant de voir ces personnages-là. Fait que je suis vraiment fébrile à tout ça, Ben. Puis d'ailleurs, pour agencer un peu le tout, vu que j'ai été voir The Marvels, je me suis aussi tout tapé la saison 2 de Loki sur Disney+. Loki, qui était la première saison, qui était une des bonnes séries Disney+, là, que Disney a fait. C'est sûr que je la trouve quand même un peu longue parce qu'il y a beaucoup de blabla. C'est la saison 1 qui met la table pour expliquer le TVA. Donc, qui est une association qui est quand même très importante là, dans le multiverse de Mais quand on parle Marvel. du TVA, on parle pas de TVA nouvelles, genre comme ça. On parle pas de TVA nouvelle, Ben. Le OK. TVA, c'est le Time Variance Authority, OK. qui est en français, qui est traduit par le Tribunal des variations anachroniques. Donc, c'est eux qui vont venir, si tu veux, rétablir les brèches du multivers. C'est comme l'exemple qu'on donne, c'est que la série Loki se passe après Endgame, Avengers Endgame. Donc, dans Avengers Endgame, les Avengers s'en vont faire un voyage dans le temps, dans le passé. Donc, ils se retrouvent pendant la guerre de New York dans le premier Avengers. Fait que là, ils retrouvent un Loki de cette époque-là, qui est un méchant Loki, là, qui est le frère de Thor qui veut dominer le monde des humains. Puis là, celui-là, ben, grâce au Tesseract, ben, il s'enfuit, il s'évade. Ça n'aurait pas dû arriver. Ça arrive parce que les Avengers du présent s'en vont dans le passé, puis ils foutent la chasse un peu. Fait que lui, ce Loki-là, il réussit à s'évader.
Puis le TVA va venir le rechercher, parce qu'il n'est pas censé être là. Fait qu'eux autres, leur but, c'est comme des agents, si tu veux, du temps, là, qui vont venir rétablir les faits. Donc, vu que c'est une variation anachronique du timeline, ben, ils vont emprisonner Loki, puis là, Loki, il va être jugé coupable ou non d'être un imposteur, si tu veux. Mais là, lui, en tant que méchant, au début, ben là, ça commence la première saison, ça commence direct là, dans le premier épisode. T'as Owen Wilson qui joue l'agent du TVA, Mobius, que là, lui, il va mettre les faits devant Loki là, pour lui dire, regarde, t'es pas censé être là, t'es censé être un méchant, puis tu finis, puis là, il raconte un peu, ben, Loki va voir par lui-même, là, comme c'est son futur, si tu veux. Qu'est-ce qui aurait dû arriver? Fait que là, tu vois des scènes des autres films qu'on voit avec, là, dans Thor 2, il va voir sa mère mourir à cause de lui. Puis là, il va voir dans Avengers Infinity War que là, il est rendu ami avec Thor. Puis là, ben, amis, ils s'aiment, là, finalement. Puis là, il se tue pour aider, justement, le monde, là, en essayant de tuer Thanos. Fait que, tu sais, ça va le faire changer. Puis là, il va devenir gentil. T'sais, dès la saison 1, Loki est rendu gentil. Puis là, il travaille finalement pour le TVA avec Mobius. Mais la saison 1, c'est ça, comme je te disais, ça parle beaucoup. Tu sais, même le dernier épisode, c'est le fun parce qu'ils mettent c'est la première fois qu'on voit Kang, donc le nouveau grand méchant là, qui va remplacer Thanos, joué par Il va se passer quoi avec lui, là? une bonne question, parce que là, c'est sûr, c'est ça. C'est un personnage qui est joué par Jonathan Mayors. Fait que Kang, qui est revenu aussi dans le rôle de Kang, le conquérant pour Ant-Man in the Quantum Mania. Fait que, mais là, avec des allégations de violence et tout, je pense qu'il a été acquitté, là, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu là, sur le net. En même temps, peut-on faire confiance à tout ce qu'on voit sur le net? Je ne le sais pas. Mais bref, Jonathan Mayers, il revient dans la saison 2 en tant que, dans le fond, le même personnage. Là. Mais c'est parce que le Kang a plusieurs variations de lui. Fait que dans Loki, quand on le voit, c'est pas. Il n'est pas appelé Kang, là, mais tu le sais que c'est lui. Là. Il présente le personnage, puis il dit vous pouvez me tuer, mais parce qu'il est comme présenté en tant que le maître du temps, là, celui qui a créé le TVA, celui qui a donc créé les brèches multiverses, puis c'est lui qui gère le tout, si tu veux. Fait qu'il sait tout ce qui va arriver par la suite et tout. Fait que c'est un grand personnage. Mais là, c'est ça. Il y avait des rumeurs comme quoi le MCU allait peut-être virer l'histoire pour cacher un peu Kang, le temps de mettre en œuvre un nouveau méchant. Ça pourrait être soit Galactus, mais ça, c'est vraiment le big vilain. Là. Galactus qui mange des planètes. Mais sinon, t'as Doctor Doom qui va sûrement arriver dans les 4 Fantastiques, le prochain film. Fait que lui aussi, il serait un big vilain quand même, là, le Doctor Doom, Doom Fatalist, là, qui est comme un des plus grands vilains aussi, là, qui va aussi se promener dans les X-Men, puis il va être un vilain pour beaucoup de super-héros. Là. Pas juste les 4 Fantastiques, mais beaucoup de super-héros. Fait que c'est ça, mais c'est ça. T'as Jonathan Mayers qui apparaît dans la saison 2 de Loki. Fait qu'ils ont l'air de suivre quand même ce concept-là. À quel point, je ne sais pas, mais c'est le fun de l'avoir vu dans Ant-Man, Quantum Mania, là, mais c'est ça. Pour la suite, je ne pourrais pas garantir. Mais tout ça pour dire que dans la saison 2 de Loki, ça passe beaucoup plus rapidement, mais c'est plus plaisant, je trouve, à regarder que la saison 1. T'as plus de scènes comiques aussi. Parce que là, Owen Wilson, qui joue Mobius, c'est l'acolyte de Loki. Là. Ils sont une paire, puis là, dans la saison 1, ils ont établi vraiment une belle amitié. Puis à la fin, ils sont devenus vraiment amis. Fait que c'est rare de voir Loki aussi avec des amis. Fait que c'est comme son premier ami à vie. Fait que c'est le fun dans la saison 2 de les voir ensemble. Ils font un bon duo. Puis Owen Wilson, oui, je l'adore en tant qu'acteur. Il est super drôle. Puis en tant que Mobius aussi, il met beaucoup d'émotions dans la série en tant que telle. Fait que j'ai beaucoup aimé la saison 2. Je vous le conseille à tous. Parce que je sais que la saison 1,
ben, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé de la saison 1, puis ils me disaient j'ai décroché, à un moment donné, ça parle beaucoup. Parce que oui, ça parle beaucoup, parce qu'ils mettent aussi de l'avant qu'il y a comme il y a plusieurs Loki, dans le fond, qui foutent le bordel dans le multiverse. Fait que t'as plusieurs variations de Loki que tu vois, dont une qui elle s'appelle Sylvie. C'est female Loki, là, mais elle s'appelle Sylvie. Puis, puis c'est une femme Loki. Puis là, ben, c'est drôle parce que là, Loki va comme avoir des rapports, vraiment proches avec Sylvie. Ils vont parler de leur vie, puis tout, mais dans le fond, c'est lui-même. Fait que c'est comme Loki, le dieu farceur, qui s'aime juste lui. Il est tellement self-care. Mais en tout cas, c'est drôle parce que là, elle revient aussi dans saison 2. Fait que tu mets un peu plus d'emphase dans saison 2. T'as aussi, écoute, je me rappelle plus son nom d'acteur, mais le jeune, là, justement, qui jouait dans Everything Everywhere All at Once, qui joue aussi dans Indiana Jones 2, là. Carl, Ewan? oui, Iquan, c'est ça. Ewan. Edo Iquan. Mais lui, il joue un personnage dans Lucky, Obusum, quelque chose comme ça, mais il est drôle aussi. Fait que, il se forme une équipe dans la saison 2. Là, ils ont comme une équipe de hétéroclite un peu, là, mais c'est le fun de les voir ensemble. Puis, t'as un meilleur rythme, je trouve, dans la saison 2 que dans la saison 1. Mais c'est peut-être aussi parce que l'histoire est déjà mise en place. T'as pas comme 3 épisodes à passer à jaser puis à expliquer c'est quoi le TVA. C'est quoi, c'est long. 8 épisodes? Non, c'est 6 épisodes. Okay. C'est aussi court que la première saison. Là. Moi, c'est ça que j'aime pas des séries Disney, c'est que c'est 6 épisodes. Puis là, c'est sûr que c'est pas des épisodes comme tu avais de Mandalorian. Tu as des épisodes de comme 35 minutes, là, que ça vaut rien pantoute. Au moins, dans celle-là, tu as pas mal tous des épisodes de 45, presque 50 minutes aussi. Fait que c'est le fun de regarder ça. T'as beau voir que l'épisode a dure 58 minutes, mais tu le sais qu'il y a comme 6 minutes de générique à la fin. Là, fait que c'est un peu décevant, ça, mais ça s'écoute super rapidement. Moi, j'ai écouté Lucky en 2 jours. J'avais pas écouté. C'est pour ça que Disney, j'aime mieux attendre que tous les épisodes soient sortis, là, parce que c'est un épisode par semaine, puis des fois, ça t'apprend pas grand-chose là, en un épisode. Fait que c'est plus le fun d'écouter. C'est comme un peu un long film là, de 3 heures. Ça fait la job. Pas pire. Ouais. Mais justement, je trouve la saison 2, en plus, elle finit bien. Je ne sais pas s'il va y avoir une saison 3. Il n'y a rien qui annonce une saison 3, mais comme la saison 1 annonçait une saison 2. Mais par exemple, on le sait que. Ben, on le sait. C'est pas officiel, là, mais de ce que j'ai entendu, on verrait Mobius, donc Owen Wilson, dans Deadpool 3. Fait que, parce qu'on se rappelle. T'avais-tu écouté Deadpool 2? Non, je l'ai pas vu. Juste Ok, le parce que premier. comment Deadpool 2 finit, c'est que ben, ça finit pas de même, mais comme vers la fin, t'as Deadpool qui prend la montre de Cable. Cable qui est le fils de Cyclops qui arrive du futur. Puis, fait que là, il prend sa montre du voyageur de temps. Puis là, il se promène dans le passé, puis dans différents univers. Là. Il s'en va, mettons, tuer Ryan Reynolds dans Green Lantern parce que c'est un film merdique. Mais tu sais, comme il va se promener dans le temps, avec la montre. Fait que j'imagine, peut-être Mobius va être là justement dans Deadpool 3 pour remettre les pendules à l'heure. Parce que surtout que ben là, c'est déjà annoncé, là, c'est pas un spoiler, mais t'as Hugh Jackman qui va réapparaître là, dans Deadpool 3 en tant que Wolverine. Puis les scènes qui avaient déjà été tournées avant la grève, c'est des scènes de combat que ben, on voit des photos là, que Deadpool et Wolverine se battent sur un espèce de monument du 20th Century Fox là, dans le sable. Fait que là, tu te dis, OK, ils vont peut-être justement foutre le bordel dans le multiverse. Fait que là, t'as le TVA qui va être là pour les ramener à l'ordre. Là, mais non, je suis vraiment hype pour Deadpool 3. J'ai vraiment hâte. Ben, surtout si c'est le seul film de super-héros de 2024. Ben, pas de super-héros, mais du MCU de 2024. Ça va être très en demande. Là. Je pense que ça va Attendu. être. C'est très attendu. Ben, surtout que tu as le retour justement de Ryan Reynolds puis de Hugh Jackman ensemble. Fait que c'est un gros morceau là, qu'ils vont présenter. Là. Ça
Ça sort, je pense, le 26 juillet, si je me rappelle bien. Là. Mais d'ailleurs, c'est pas vraiment le seul film du MCU, parce que là, on le sait que Spider-Man, le Sony, là, Sony Picture de Spider-Man, il est quand même relié. Venom a apparu dans Spider-Man. Tu le sais que là, tous les films de Sony sont comme reliés. Puis en août prochain, ben, t'as Kraven the Hunter, qui avait été repoussé, justement. Là, mais lui, il avait été repoussé d'1 an, direct. C'est un peu, c'est un peu chiant, ça, mais il sort en août prochain. Fait que, dans le fond, en juillet, t'as Deadpool. En août, t'as Kraven the Hunter. Quand même intéressant. Ah, intéressant. Ouais. As-tu fini avec ça? J'ai pas mal fini avec le MCU. Allez voir ça. Ben, pour rester dans Disney, je pense qu'on a vu un film de Disney commun. Oui, c'est C'est vrai. un petit court-métrage de Once Upon a Studio qu'il appelle. Oui. Que moi, je voyais des très bons commentaires. Puis là, je l'ai regardé. Puis je me suis dit, OK, c'est juste ça. Je suis comme, OK. OK. Ouais, c'est un 9 minutes, là, tu sais, Ah, de. même pas, même pas. Même pas 6 minutes. Peut-être genre un 6-7, là. C'est même pas 9 minutes, Ouais. là. Il y a comme 10 minutes de Mais, générique là-dessus, là. ouais. Mais c'est pour fêter le 100e anniversaire de Disney. Ben, c'est ça. Dans le fond, tu te ramasses dans les studios Disney. Puis là, t'as comme dans les tableaux, puis dans les images, t'as des vrais personnages qui sortent, chacun avec leur propre animation. Ça, je trouve ça cool, pareil. Oui, Puis c'est ça, comme j'ai vraiment unique. aimé. Puis ils se regroupent, puis ils s'en vont dehors prendre une photo. Puis c'est ça le film. Tu sais, c'est beau le message de dire hey, merci d'être avec nous autres pendant 100 ans, puis c'est comme un aspect nostalgique, là. Mais moi, je m'attendais à Ouais. avoir une histoire ou quelque chose comme ça, tu sais, puis je suis comme, ah, Mais ok. c'est vrai qu'il aurait pu faire une histoire, au moins une demi-heure, là, tu sais, mais. Ouais. Mais j'ai vraiment trouvé ça beau, là. C'était très nostalgique aussi. Puis surtout, comme tu dis, avec les animations propres à chacun, tu sais, c'était vraiment le fun, là. Ouais. Il y a beaucoup de personnalités, tu les vois pas toutes parler non plus, là, mais tu les vois en background, puis c'est comme ah, tu sais, que ce personnage-là, il est là, tu sais, puis. Ah non, j'ai vraiment aimé. Des beaux petits clins d'œil. Oui. Oui. Checker ça quand même, ça vaut la peine, c'est le fun. Oui. Once Upon a Time, non, What's Once Up on a Upon a Studio. Studio, c'est ça. Puis, J'allais dire oui, Once Upon a Time in Disney World. ça aurait pu. Il aurait pu le Puis rester dans Disney aussi, qui est comme une branche à part, mais Pixar vient de sortir la bande-annonce de Inside Out 2. Que ça, Oui. j'ai très hâte. Rentrer l'anxiété là-dedans, je pense que ça va être intéressant. Mais le seul petit bémol, c'est que c'est pas Pete Docter qui le fait. Fait que ça, je suis un petit peu Ouais. inquiet, mais on verra. On verra. Mais en tout cas, en ayant vu d'autres suites qui ont fait, ben t'as pas vu Incredible non plus, hein? Incredible Non, 1. Ben, le un je l'ai vu, mais le 2 pas encore. Ok, c'est le 2, Ça hein. va venir. Ça s'en vient. Parce que tu sais, les suites qu'ils font des années plus tard, comme Monster University, tu sais, ça garde quand même le même ton du premier film. C'est ça que j'aime beaucoup, là, mais en même temps, ça risque d'être le fun aussi là, de voir justement je me rappelle plus le nom de la jeune fille, mais sûrement qu'elle va être rendue à l'université ou peu importe. Là. Oui. Fait que, ils vont peut-être rajouter justement un peu de concept à la Toy Story là-dedans. Ben, c'est peut-être le nouveau Andy. Moi, ça, Andy, c'est le petit gars. C'est le nouveau Andy pour cette génération-là aussi. Ça peut être Ouais, intéressant. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Ouais. Colin, ça fait combien de temps le premier? C'est sorti en quelle année? 2015? Ouais, 2015-2016 dans ces bouts-là, je pense. 2016? Ça fait quand même C'est pas 6-7 si ans. longtemps. Tu sais, 7-8 ans. Fait que ça ouais. sort en juin, il me semble qu'ils ont annoncé ça. Fin juin. Je pense que oui, ouais, juin. Ouais. En tout cas, à suivre, on va checker ça. Intéressant. Le prochain Disney, c'est. Ben, c'est-tu Disney? Ouais, je pense que c'est Disney. Wish. Wish. Ouais, c'est Disney. Ouais. Mais il Fait me que. semble il y avait Elio qui était annoncé, puis qu'il me semble qu'ils ont poussé ça l'an prochain, ça a l'air. Mais il me semble la bande-annonce, je l'ai vu à un moment donné, ou des Ouais, images. ben, Elio, il était pas censé sortir en mars. Quelque chose comme ça. Ben, il me semble que j'ai vu qu'il a poussé encore, là. Ça se Ah, peut-tu? ok. Bon, ça se peut tout à fait. Je suis pas Ou au peut-être qu'ils courant. sont en mars, ça, je sais pas, mais il me semble que j'ai vu ça. Hmm. Ça avait l'air assez générique comme film, par exemple. Ouais. Elio. Je sais pas c'est qui le faisait, mais en tout cas. C'est pas des gros Je sais noms. pas non. C'est pas les Andrew Ouais, ouais. Stanton, c'est plus P. Doctor, c'est plus. Ben écoute, un moment donné, tout le monde vieillit. Assurément. C'est rendu tous des boss aussi à Pixar, fait que qui délègue, là, mais. Aussi. Aussi. Bref. Ouais, c'est ça, Disney. Disney. Veux-tu qu'on aille avec le film qu'on a regardé les deux, ou qu'il y a un lien avec Sofia Coppola aussi à faire, ou tu veux juste avec Daniel Blake? Ben, tu peux y aller avec Daniel Blake. Moi, je finirais Ok. peut-être avec ce film-là commun. Ok, parfait. Ben, tu sais, ces temps-ci, je suis dans les Palmes d'Or, pas mal. Puis Oui. cette semaine, ben, j'en ai une autre Palme d'Or. Le film de 2016 de Ken Loach. C'est la deuxième Palme d'Or après The Wind That Shakes the Barley, qui était excellent avec Cillian Murphy qui parle de la guerre civile en Irlande. Oui. Et puis, I, Daniel Blake, c'est un film
C'est un film social, un peu qu'on parlerait comme des Frères d'Ardennes. Il y a très peu d'esthétique, c'est très comme quasiment documentaire, puis c'est dans le quotidien, puis c'est dans la petite misère du monde, puis Ouais. tout. C'est très Euh, beige aussi, là, comme film. oui, ben, je dirais pas que c'est drôle, parce que le film est très prenant, mais tu sais, c'est pas des films qui sont sexy, là. C'est pas le fun. Non, Ben, c'est pas que c'est le fun à regarder, mais c'est pas des films qui sont comme magiques, là. Il n'y a pas de magie c'est dans ça. ça. C'est vraiment rough Ouais. dans les thèmes. Puis dans le fond, Daniel Blake, c'est un homme peut-être de 60 que quand, genre. C'est pas clair quel Ouais. âge qu'il a, mais c'est un homme de certain Fin âge, cinquantaine, là, ouais. genre. Puis il fait une crise cardiaque. Ça commence, il a fait sa crise cardiaque, puis il a un problème cardiaque. Puis là, son médecin, il l'arrête de travailler parce qu'il peut pas, tu sais, son cœur va pas bien. Fait que là, il veut demander comme l'invalidité ou je sais pas trop quoi pour avoir de l'argent parce qu'il peut pas travailler. Donc, il faut qu'il mange puis tout. Mais là, les gens de l'invalidité, ils disent non, toi, tu peux travailler, t'es apte à travailler. Fait que va au chômage pour que tu trouves un emploi, des affaires comme ça, puis on va te faire ça. Fait que là, au chômage, il va. Puis ben là, il fait des applications, mais il ne fait pas assez parce qu'il dit quand j'applique, mais il dit moi je peux pas travailler, mon médecin veut pas parce que je suis pas en santé. Fait que là, les gens de C'est chômage ça. sont pas contents, puis ils le réfèrent à l'autre qui veulent pas non plus. Puis là, à travers ça, il va rencontrer une famille, une mère monoparentale avec deux enfants, qu'elle, elle va chercher du chômage aussi, puis elle a le même problème où est-ce que tu sais, c'est la bureaucratie qui est comme trop lourde, puis qu'il n'y a pas d'humanité là-dedans. Puis il va comme se mettre ami avec, puis ils vont comme ben, pas vivre ensemble, mais tu sais, ils vont s'entraider. Puis au fur et à mesure, mais tu vois la misère de ces gens-là. Il y a une scène vraiment forte à un moment donné, je ne veux pas la dévoiler, là, parce que vous la verrez, mais c'est dans une affaire de bouffe, là, où est-ce qu'ils partagent la bouffe, là, ou Ouais. des affaires alimentaires. Euh, puis c'est la mère qui va chercher de l'argent, de la bouffe parce que comme il faut qu'elle nourrisse ses enfants, puis elle n'a pas d'argent, puis c'est ça, tu sais. Puis tu vois le contraste entre tous les bureaux d'État où est-ce que c'est très froid, puis tu sais, les gens ils n'ont rien à foutre, il n'y a pas d'humanité, puis il n'y a plus de dignité aux personnes, puis là tu te ramasses au communautaire, que la scène est vraiment rough, puis je sais pas si tu t'en Ouais. rappelles de quoi je parle, mais Ouais, ben, c'est loin quand même. Moi, je l'avais vu dans un cours. avec Hubert. C'était avec Hubert, oui. Ouais, C'était ouais. avec Hubert. Ouais. Puis tu vois comme toute la chaleurosité des gens, puis la bienveillance, que tout le monde est vraiment gentil, puis tu sens le contraste entre l'État puis les gens tu sais, qui veulent faire la différence pour vrai, tu sais. Puis ça, je trouvais Mhm. ça vraiment beau, tu sais. Puis c'est ça. Le film, ça parle de ça. C'est la perte de dignité de l'humain, puis que l'État en a rien à foutre, puis il n'y a pas d'imputabilité. Tu sais, chaque employé de l'État est comme, ben, gars, c'est un décideur qui décide, c'est pas moi, puis je peux rien faire. Tu sais. Mais je suis comme, tu sais, c'est sûr que ces gens, c'est des humains, puis ils pensent. Puis il y a un personnage aussi comme ça qui va revenir dans les bureaux de l'État, qui sont elle, comme une chaleuse. Elle essaie d'aller aider, puis elle se fait comme taper ses doigts par son employeur en disant, tu peux pas faire ça, ça crée un précédent. Mais tu sais, Ouais, c'est comme si elle a l'humanité que les autres n'ont c'est pas ça. parce qu'ils sont comme écrasés par un système qui est pourri, là. C'est ça. T'as beau dire, je fais juste ma job, mais à un moment donné, Ben, tu c'est des humains, t'encourages tu sais. ça, justement. Là, ouais. Puis tu sais, t'as la vie de gens entre tes mains, puis ils n'ont rien à foutre, là. Puis tu sais, c'est pas une exagération, c'est la vraie vie, ces affaires-là. C'est ça, Ouais. je trouve ça épouvantable, là. Mais t'as aussi une scène, ben, si je me rappelle bien, t'as une scène où que, justement Daniel il pète un câble, là, puis il va taguer le mur. Ah, C'est lui qui va ben, taguer le mur? c'est genre le climax à la fin, là. C'est Ouais, juste c'est que ça. là, il est à bout, puis il dit, ah, moi, là, je veux mon argent. Puis là, il fait comme un graffiti en disant, Hi, Daniel Blake, je veux mon argent, parce que sinon, je vais starve, là, je vais mourir de faim, Ouais, tu sais. c'est ça. Puis tu sais, c'est ça le climax, puis tout le monde l'applaudit, t'es comme, oh wow, genre bravo, tu sais, tiens-toi debout, là. Puis là, il se fait arrêter par la police, parce que C'est ça. c'est ça qui se passe dans la vie Tu sais, quand tout le monde, tout le monde l'avait. Moi, c'est ça qui est bon aussi comme message, c'est que, ben, un peu comme tu disais, tu sais, la bureaucratie, t'as beau, vouloir aider, mais c'est ta job, fait que, dans le fond, tu t'en occupes pas. Puis à la fin, ben, les gens, ils font juste applaudir. Mais il y a personne qui va plus l'aider, tu sais, dans le fond. Ah, c'est Ben, tu bon. sais, le film, dans le fond, le propos, c'est que l'État en a rien à foutre de la misère du monde, puis tout ce qui compte, c'est Ouais. leur argent, puis aider leurs amis, probablement, là. C'est ça qui est Ben, dommage, écoute, puis c'est c'est une un triste film qui est réalité. d'actualité, tu sais. Ben, il va toujours l'être, d'après moi, là. Ben, je pense que oui. C'est ça. C'est un film qui vaut vraiment le détour. C'est 2016, ça s'écoute très, très bien. C'est pas très Ouais. long, c'est 1h40, je pense. Fait que I, Daniel Blake. checkez Ça, ça. Je sais pas, moi j'allais en DVD, je sais pas tu où est-ce l'as que ça se DVD, hein? trouve. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça. Hmm. Sûrement qu'il était sur Netflix un moment donné, je sais pas s'il l'est encore, mais checkez ça. Palme d'or. Palme Palme d'or. d'or. Tu sais, ceci dit, c'était pas. Je l'ai pas mis dans mon top 10 de cette année-là, parce que c'était pas assez flamboyant à mon goût par rapport à ce que j'avais déjà, mais c'est un très bon Ouais. film, là. Ça vaut le détour, Ça vaut vraiment. le détour, hein. C'est important. Ben, c'est ça, ben, comme tu dis, tu sais, ça a l'air de rien comme film, mais avec les termes vraiment puissants, c'est sûr qu'il faut que tu sois dans un. Tu sais, ce genre de film-là, il faut que tu sois dans un mood particulier pour justement apprécier le film. Tu sais, tu peux pas. Tu te dis pas juste, mettons, ah, c'est un dimanche après-midi, je vais me taper ça, Hi Daniel Blake. Parce que si t'es dans un dimanche après-midi avec ta petite bière, ton petit cocktail, tu sais,
t'es pas vraiment dans le mood d'apprécier justement ce message-là. Puis en tout cas. Mais tu sais, je comparais ça aux Dardennes, mais tu sais, les Dardennes, je pense que c'est plus drabe que ça. Tu sais, les Dardennes, c'est vraiment plus austère. Tandis que ça, c'est plus Ah facile ouais, je d'y pense. rentrer pareil, c'est plus accessible, je trouve. C'est plus accessible, ouais. Mais ça me semble que ça serait comme un film, je verrais à Radio-Canada. Ah, c'est sûr qu'il va jamais m'emmener, s'il l'a pas Ouais. déjà. Là. Il va à Télé-Québec ou peu importe. Là. Télé-Québec même, ouais. Télé-Québec. Bah, ouais. Ah, il est peut-être sur l'application Télé-Québec. Téléchargez l'application Télé-Québec. Beaucoup de films. Oui, c'est fun, c'est gratuit. T'as Oui! l'application de CBC aussi qui est gratuite, CBC Gem. Là. T'as plein de Ah, films c'est là-dessus vrai? gratuitement. Je pense que t'as des pubs par Aussi. contre, là, mais c'est le fun. Colin! Ouais. OK. Intéressant. Si tu veux, je te parle de deux séries que j'ai regardées. Deux séries que j'ai regardées sur Crave. Puis, bon, c'est ça. Ben, je t'en ai déjà parlé de une, Euphoria, Oui. qui est une série de, je me trompe pas, 2020. C'est arrivé en 2020, je pense. Tu as deux saisons de ça. Sam Pendant la Levinson, saison, c'est ça? pardon? Sam Levinson? Oui, de Sam Livingston, qui est le fils de Barry Livingston. Euh, Barry Livingston qui a fait Rain Man. Dernièrement, il avait fait le film, je t'avais parlé de Wizard of Light. Oui. Fait que j'ai décidé de regarder ça parce que c'est des séries. Ben, c'est une. Ben, dans le fond, je vais te le dire tout de suite, l'autre série, c'est The Idol, qui T'as est checké les un deux, ok, autre. ouais. Ouais, Ok. qui est une autre série de Sam Livingston qui a fait un peu moins fureur que Euphoria, qui est sorti quand même récemment, là, The Idol. Mais Euphoria, ça avait quand même fait un gros slash, là, je pense, surtout pendant le COVID. Là, c'est sorti dans la même année que le COVID est arrivé. Puis, moi, j'ai jamais été vraiment plus intéressé que ça à regarder ça, mais là, je me disais, bon, en ayant vu Jacob Elordi en Elvis, je savais qu'il jouait un trou de cul là, dans Euphoria. Fait que je me disais, Christy, j'ai envie de voir justement jusqu'où il peut aller. Puis surtout qu'en tant qu'Elvis, il n'a pas vraiment joué un grand rôle, dans le sens que, oui, il avait de la prestance, mais il parlait pas beaucoup, puis il était juste correct. Là. Fait que j'ai regardé Euphoria. Première saison, 10 épisodes. Euh, Certains épisodes sont quand même longs, là, comme une heure passée, mais d'autres sont assez courts, là, comme 45-50 minutes, ce qui est quand même la norme. Puis 10 épisodes, ça s'écoute quand même facilement. Ça met en vedette Zendaya dans le rôle Ben, dans le fond, c'est l'histoire, c'est les tribulations de jeunes au collège, au secondaire. Puis Zendaya, elle, ça va être la narratrice de l'histoire, si tu veux. Puis elle, dès le premier épisode, elle sort de désintox. L'été est fini, puis elle sort de désintox. Elle a fait un overdose au début de l'été, puis là, il recommence les cours. Puis à chaque épisode, ben, peut-être les 8 premiers épisodes, c'est comme elle, en tant que narratrice, au début de l'épisode, elle va comme raconter la vie de un des protagonistes de la série. Fait que tu as plusieurs protagonistes, là, c'est tous justement les jeunes qui se côtoient là, à l'école. Puis sont tous amis, sont tous comme différents aussi. Fait que là, elle va raconter comme le passé, quand ils étaient jeunes, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi ils sont rendus comme ça, rendus à l'école, où est-ce qu'ils sont dans le moment présent. Fait qu'à chaque épisode, tu connais un peu plus davantage un des personnages. C'est très trash comme série. Pour vrai, c'est vraiment. Ben, je savais que ça allait être trash. Là. C'est 16 ans et plus, je pense, la série, mais whatever. Ils mettent ça 16 ans et plus, mais ils savent que tous les jeunes vont regarder ça. Puis ça, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est tellement trash. Ben, je vais te le dire, là. Euphoria, là, c'est le One Tree Hill de la génération Z. OK? Oui. One Tree Hill, t'as-tu déjà écouté ça, les frères Scott, Non. au Québec? Les frères Scott, moi, j'écoutais ça. OK? Au secondaire, là, c'était tu sais, les frères Scott, c'est arrivé quoi, en 2003. Puis, tu sais, au secondaire, ça joue encore. Tu sais, il y a, je pense, 9 saisons de ça. Fait que, tu sais, oui, t'écoutes de ça. Puis, tu sais, à chaque saison, c'était quoi, 22, 23 épisodes. Puis, tu sais, c'est une quotidienne quasiment. Tu sais, c'est un peu les feux de l'amour de nos parents. Tu sais, puis c'était les tribulations de jeunes au secondaire, puis il a cheat on me, puis elle se drogue, elle est enceinte à 16 ans, puis elle est enceinte. Puis tu sais, mais c'était pas trash, tu sais, c'était des affaires normales. Puis tu sais, dans les mêmes époques, t'avais d'autres séries du même genre. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de TOC, qui est Ouais, ouais. Newport Beach. Ouais.
au Québec. Puis, tu sais, mettons, tu sais, des affaires trash, là, comme dans DOC, tu sais, moi, il y a un épisode qui m'avait quand même marqué, c'est que le personnage de Luc, il apprend que son père, il est gay, parce que Ryan a vu son père embrasser un autre homme. Puis là, tu sais, là, t'étais comme choqué, t'étais comme, aïe aïe, il a embrassé un autre gars, tu sais. Mais dans Euphoria, juste te donner comme une comparaison, là, dans Euphoria, le jeune, il apprend que, ben là, je dirais aucun spoiler si vous l'avez pas vu, mais le jeune apprend que son père il est gay parce qu'à 11 ans, il a trouvé sa cachette de vidéos porno qu'il se filme en train de baiser des gars, tu sais. Puis tu vois tout ça, tu sais, dans Euphoria, pour vrai, j'ai vu plus de pénis dans ma vie que ce que j'ai vu, même en comptant, tu sais, la porno, là, tu sais, c'est comme, tu vois plein de pénis, tu vois plein de seins, de scènes de sexe. Puis, tu sais, oui, c'est 16 ans et plus, mais à la limite, pourquoi tu mets pas ça 18 ans et plus? Tu sais, c'est comme 16 ans et plus, ça veut rien dire, là. Tu sais que tous les jeunes vont écouter ça, puis ils vont être accros après ça. Hey, des scènes de cul. Mais c'est comme rendu, tu sais. Tu sais, c'est comme, il faut toujours en mettre plus pour choquer. Puis, tu sais, c'est HBO, évidemment, mais tu sais, je veux dire, à quel point, tu sais, est où la limite, là, tu sais, c'est comme, oui, je comprends, plus c'est cru à l'écran, puis plus tu vas comme peut-être ressentir de quoi, ou, tu sais, filer croche, ou j'ai aucune idée. Mais tu sais, je suis le premier, on est les premiers, toi puis moi, Ben, à dire, tu sais, oui, le côté érotique dans un film, ça peut être bon, tu sais, tu regardes du Lars von Trier, tout ce qui est cru, puis c'est trash, puis c'est solide, là. Mais il y a une raison derrière ça, tu sais. Peut-être pas tous les films, là, mais, mais dans cette série-là, j'ai pas trouvé vraiment le concept intéressant d'aller là. Parce que ce qui est intéressant dans la série, c'est pas justement les scènes trash de sexe ou le fait que, bon, le personnage de Zendaya, oui, elle joue bien, mais il n'y a pas un épisode où elle n'est pas, elle est pas droguée, puis comme, elle agit comme une fille droguée, fait que, elle n'a pas d'émotion vraiment, puis c'est long. Il y a beaucoup d'épisodes où est-ce que je me suis vraiment emmerdé, là, parce que, oui, c'est peut-être le fait que je me suis pas attaché tant que ça au personnage, ben, surtout le personnage de Zendaya, qui est le personnage principal là, de la série, mais qu'elle, elle va comme tomber en amour avec une trans, puis la trans, elle a comme un lien avec, justement, Jacob, il leur dit que lui, il va jouer le fucker, le fuckboy de l'école qui il fout la chiasse dans la vie de tout le monde. Mais tu sais, là, c'est là que tu compares, mettons, Jacob, il leur dit qui est comme la star de l'école. Là, c'est le, le, le quarterback dans l'équipe de football. Fait que, tu peux le comparer un peu à un Lucas Scott dans One Tree Hill, qui est joué par Chad Michael Murray. Que, oui, à l'époque, on critique souvent les vieilles séries que c'est tous des gens de 30 ans qui jouent des jeunes de 17 ans. Mais aujourd'hui, ça a bien beau être des jeunes de 20 ans qui jouent des jeunes de 17 ans, mais ce qu'ils font dans la série, ça a tellement pas d'allure. Tu sais, comme le, le gars, il a 17 ans, il va rentrer par effraction avec un bat de baseball, puis comme battre tout le monde. Tu sais, c'est comme. C'est qui fait ça à 17 ans? Il n'y a personne qui fait ça à 17 ans. Fait que, tu sais, il repousse les limites. C'est comme. Mais je me suis quand même plu, à regarder la série. Mais j'ai eu plus de fun à regarder la deuxième saison. Deuxième saison, il y a 8 épisodes. Mais au moins, là, tu connais tous les personnages, puis tu rentres un peu plus. Parce que moi, le personnage que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est justement euh, le père, justement, qui cache, là, qui est gay. Puis, lui, tu rentres un peu plus en détail là, dans sa backstory, si tu veux, là, dans la deuxième saison. Puis, ça vient un peu plus, justement, débordé du concept ordinaire qu'on connaît déjà, d'une série pour jeunes, là, que tous les jeunes se trompent, puis comme toutes les. En tout cas. Mais tu sais, comme Jacob il leur dit, il va sortir avec la cheerleader de l'équipe. Puis elle, sa meilleure amie, ben là, un moment donné, il va la tromper avec sa meilleure amie. Fait que là, c'est comme des tribulations un peu de tout ça. Là, tu regardes ça, tu te dis, bon, là, entre 2 épisodes, tu vois Zendaya faire une overdose, puis là, ça recommence après, ça recommence, puis là, tu te dis comme, il y a comme pas de fin à ça, c'est tout le temps la même affaire, c'est redondant,
Parce que je pense que les deux, de toute façon, sur Letterboxd, je sais pas si tu as vu, là, j'ai coté comme 2 épisodes sur Letterboxd parce qu'il n'y a pas la série complète. Il y a juste les 2 derniers épisodes de la première saison. Que là, tu vas vraiment aller un peu plus creuser dans justement la psychologie là, des 2 personnages principaux, qui est Zendaya, puis le personnage trans. Fait que tu vas un peu plus comme aller creuser dans leur psychologie, mais ça reste que c'est quand même c'est quand même long, je trouve, là, parce que surtout le dernier épisode où tu fais juste revoir des scènes que tu as déjà vues là, au courant de la saison, puis c'est comme, on dirait, pour finir la saison. Mais j'ai vu récemment, justement, c'est un drôle d'hasard, mais j'écoutais cette série-là, puis j'ai vu la saison 3 est censée sortir en 2025. Fait que, dans le fond, il va y avoir une autre saison. Est-ce que je suis impatient de voir ça? Non. Parce que, j'ai écouté les deux. Peut-être que d'écouter une saison, puis là, attendre que la deuxième sorte, là, j'aurais peut-être eu plus de feeling, mais écouter 2 saisons de ça, c'est vraiment trash, c'est lourd, c'est comme tabarouette. Je suis saturé, là, tu sais. C'est un peu comme finir la filmographie de Xavier Dolan, là. En 3 jours, t'es comme tabarnache, ok, je vais prendre un break. C'est comme ta. Mais bref, je trouvais ça drôle parce que, ben c'est ça, tu sais, je me dis, c'est le one trail de la génération Z parce que pour eux, c'est sûrement pas choquant de voir ça. T'sais, des jeunes qui se droguent, qui se piquent à l'héros, puis comme. Ah, t'as une scène où elle se pique à morphine, puis là, t'es là, tabarnak. Puis là, tu vois l'aiguille rentrer dans son bras, t'es comme, Christ, c'est une émission, ça, c'est quoi cette affaire-là? T'sais? Mais HBO a toujours repoussé quand même les limites, fait que c'est pas de la télé, c'est HBO, tu sais. Mais c'est ça, je trouve ça un peu ordinaire, qu'ils mettent ça, tu sais. Puis que c'est une série quand même qui elle se veut quand même mettre, d'après moi, pour les jeunes, là, parce que il y a peut-être dans la saison 2 là, qu'il y a peut-être des thèmes qui viennent rejoindre un peu plus les parents ou les adultes, là, mais en général, la première saison, c'est des jeunes. Là, c'est comme. Tu penses-tu qu'ils mettent ce niveau-là de trash parce que sinon ça reste la même chose que tout ce qui s'est déjà fait puis c'est pas intéressant? Ah, ben c'est sûr. C'est sûr, tu sais, avec. C'est ça là où je voulais en venir, c'est qu'ils mettent ça trash pour justement dépasser les limites puis comme rendre ça plus intéressant, mais selon moi, c'est pas ça qui rend l'émission la plus intéressante, tu sais. Ce qui rend intéressante, c'est justement voir les tribulations entre les personnages, puis la façon dont le scénario. Tu sais, je me dis, à quelque part, à quel point tu n'as pas confiance en ton scénario pour mettre justement du visuel aussi trash que ça. Tu sais, parce que rendu là, tu sais, c'est un peu comme. Ah, puis tu sais, il y a de la musique, du rap, tout au long. Tu sais, de la musique d'aujourd'hui, mais comme tout au long là, des émissions, il y a plein de musique de même. Il y a une émission, je pense, il n'y a pas un moment où tu n'as pas de la musique de fond qui joue, puis là, tu es comme bon. Ça peut être intéressant à un certain moment, mais à un moment donné, tu es planché sur le dialogue, puis on dirait qu'il a comme pas confiance en son scénario pour justement mettre des silences là-dedans, ou tu sais, comme. Parce que, tu sais, les scènes de sexe, j'allais dire, ça peut quasiment être vu justement comme dans un film quand tu bouches tous les trous avec la musique, tu sais, dans le tapis, puis que t'as comme pas. T'as pas confiance en le jeu de tes acteurs pour justement rendre quelque chose à l'écran. Elle a mis du sexe à fond de même, c'est comme bon. Un moment donné, on a fait le tour, tu sais. Mais là, après ça, parce que ouais, je suis peut-être saturé aussi parce que j'ai écouté The Idol après. Ça, ça a été encore plus comme critiqué là, pour la sexualisation et tout le kit. Mais en même temps, j'ai comme eu plus de fun à regarder The Idol, je trouve. C'était moins lourd, mais c'était pas bon. C'était pas bon en tant que tel. The Idol, ça a 5 épisodes. Puis j'ai aucune idée. Ben, la façon dont ça finit mal. Là. Mais la façon dont ça finit, tu te dis, OK, il va-tu avoir une autre saison? On sait pas. De toute façon, les critiques étaient vraiment mauvaises. Je pense pas qu'il va y avoir une autre saison. Mais, tu sais, c'est l'histoire, c'est plus. Ben, moi, je trouve ça plus intéressant parce qu'il vient critiquer plus le monde de la musique, puis comme la célébrité aussi, là, en tant que chanteuse, tu sais, ce que tu dois faire, ce que tu dois représenter, ce que tu dois dévoiler. Puis en même temps, c'est pas tant ça. Tu sais, il vient gâcher l'histoire avec The Weeknd, qui va venir jouer un espèce de gourou
un gourou des artistes, mais vraiment fucké. Là, il y a un problème dans la tête. Puis j'ai jamais compris pourquoi ils ont engagé The Weeknd pour ça. Là. Premièrement, je suis pas un grand fan de sa musique. Deuxièmement, maintenant, je suis loin d'être un fan de son jeu d'acteur parce qu'il est pourri à côté. Puis, tu sais, il a un rôle principal parce que là, c'est l'histoire de Lily Rose Depp. D'ailleurs, elle est très bonne comme actrice. Mais la fille de Johnny Depp, Ben, qui va jouer Jocelyn, une pop star, là, que c'est pas. C'est dit là, dans les premiers épisodes que comme quoi elle vient de perdre sa mère. Fait que là, elle est comme un peu. Elle sort de l'hôpital psychiatrique. Puis comme elle a eu un gros down. Puis là, elle va sortir un nouveau. Une nouvelle chanson, un nouvel album qui est censé péter, là, puis faire comme le gros succès de sa carrière. Fait que là, elle est comme accompagnée de son agent, les gens principaux de son marketing, puis tout. Mais dès le premier épisode, elle s'en va danser dans un club. Puis là, t'as The Weeknd qui va jouer justement un gourou là, des artistes, que là, il va la reconnaître sur le stage, puis il va dire « Hey, je vais danser avec toi », puis tout. Puis là, il est laid. En plus, il y a une queue de cheval, mais comme de rat. Là. Il l'appelle la queue de rat. Puis là, ils vont comme avoir une relation ensemble. Ben, au cours des épisodes, là, il va comme avoir une relation toxique vraiment là, entre les deux. Comme lui, il va la dominer. Puis là, elle, c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle demande. T'sais. Puis il l'étrangle, puis tout. Puis là, la relation sexuelle va comme y permettre à elle de s'émanciper dans sa chanson, mais comme d'un autre niveau. Puis là, ces chansons qu'elle va écrire, c'est comme des histoires qu'elle va dire ah, je suis ta poupée, puis c'est toi qui me dirige, puis tout. Là, des affaires genre vraiment trash, là, pour rien. Puis là, tout le monde dit ah, ça va être un grand succès, ça, mais tu sais, la tune est vraiment dégueulasse. Là. Mais en même temps, ça critique un peu les chansons d'aujourd'hui, dans le sens que les jeunes chantent ça, mais ils comprennent pas toujours le sens de la chanson. Puis là, c'est ça. Fait que c'est comme plus un rôle dominant-dominé qu'ils vont jouer. Mais là, il y a comme des révélations qui vont se faire sur ce personnage-là, le gourou, là, parce que là, lui, il va amener toute sa clique chez elle. Elle a une espèce de grosse baraque. Puis là, il y a plein d'artistes, lui, sous sa main. Puis là, tu vois ses manières d'émanciper les artistes qu'il a sous sa main. C'est que il va y mettre, admettons, un collier de chien électrique, puis là, il va dire « Ah, chante », puis là, il va lui donner des chocs, puis il dit « Ah, chante », puis là, finalement, il se monte une espèce de clan de chanteurs, mais comme qui ont des problèmes psychologiques, tout le kit. En tout cas, c'est vraiment... c'est long, quand même. T'as des bonnes tunes dans la série, mais tu sais, The Weeknd, il chante zéro. Moi, je me disais, ah, ils ont pris The Weeknd parce qu'il va sûrement chanter ou faire de quoi. Finalement, il chante zéro, puis il est nul comme acteur. Mais donc, la série The Idols, est-ce que ça vaut le coup d'œil? C'est comme un pet dans l'univers, ça, Ben. Je te dirais, ça revient un peu rejoindre de Marvel, dans le sens que c'est pas nécessaire à notre vie. C'est quand même, tu sais, il y a quand même un certain plaisir à regarder ça dans la mesure où l'espèce de relation toxique entre les deux, entre Lily Rose Depp puis son partenaire dans la série qui est comme un peu qui est un bump dans le fond. C'est le fun à voir jusqu'où ça va aller puis quand ça pète. Malheureusement, ça pète pas fort. Fait que c'est comme décevant. La fin est décevante. Puis là, c'est là où tu te demandes est-ce qu'il va y avoir une autre saison? Est-ce qu'ils vont te faire de quoi là-dessus? Mais en gros, tu sais, c'est. Je m'attendais quand même à ce que ça soit plus crash que ça. Surtout après avoir vu Euphoria, puis avoir entendu justement les critiques de The Idol qui disaient qu'il repoussait encore plus les limites de ce qu'on peut voir à l'écran et tout. J'ai souvent lu que c'était quasiment de la porn. Là. Ouais, ben dans le fond, c'est que tu vois Lily Rose Depp pas mal nue dans tous les épisodes, puis la plupart du temps, dans le fond, elle porte juste des petits vêtements, là, fait que tu vois son corps, là, complètement nu toujours. Mais je trouve que dans cette série-là, le sexe, l'érotisme a plus sa place que dans Euphoria, dans le sens que
c'est le sujet, le thème de la série, c'est presque ça, tu sais, la relation amoureuse entre t'es dans un couple de BDSM, là, c'est comme, c'est pratiquement ça, là, la série, fait que, dans le fond, ça a un peu plus de sens, là, de voir, justement, des scènes osées, plus que dans Euphoria, mais je trouve que c'est ça, c'est sûr qu'après avoir vu Euphoria, tu te dis, ah, il n'y a rien qui me choque, il n'y a plus rien qui me choque, je peux écouter ce que je veux. Mais tu sais, j'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi trash que du Lars von Trier ou de ce que j'ai déjà vu aussi dans d'autres films, mais c'est quand même, c'est ça. Lily Rose Depp est jolie, là, mais est-ce qu'il fallait vraiment l'avoir tout le temps à poil? Puis, en tout cas, ça, c'est des questions qu'on lance dans l'univers. Mais bref, la série, je pense pas la réécouter un jour. Puis, pour être honnête, je pense pas qu'il va y avoir une deuxième saison. Là. Ça a tellement eu de mauvaises critiques. Parce que non seulement il y a eu des critiques sur justement la sexualisation des personnages, mais aussi sur le fait que la série était poche. Fait que c'est ça. Mais ça a l'air Euphoria revient avec une saison 3. Fait que si vous avez aimé Euphoria, vous allez pouvoir vous réjouir. En 2025, par contre, c'est pas tout de suite, hein? Ce n'est pas tout de suite. Un an et un peu plus qu'un an. C'est ça. Fait que. Comme Stranger Things, je pense aussi. C'est quand Stranger Things? Ben, me semble que c'est censé sortir en 2024. Mais là, à cause de la strike, je sais plus. Là, Mais là, vu que la grève est finie, ils vont sûrement sortir les dates très bientôt. Là. J'ai hâte. C'est ça qu'on espère. De toute façon, Dune, quoi qu'il en soit, il sort en mars. Oui. Dune Part 2. Puis, fait que c'est ça. Mais oui. J'ai vu d'ailleurs une info. Pardon, oui, vas-y. Denis Villeneuve, son prochain film après, ce serait un Cléopâtre que j'ai vu. Ah, ouais, mon Dieu. Ouais. Avec Zendaya qui jouerait Cléopâtre. Ah, OK. On verra. On verra bien. Je ne suis pas un fan de Zendaya, mais elle a elle a un bon jeu d'acteur. C'est juste que, je trouve dans Euphoria, je reconnaissais beaucoup la MJ qu'elle personnifie dans les Spider-Man. Fait que là, à ce moment-là, j'étais plus ou moins accroché à son personnage. Peut-être que c'est pour ça. Surtout que j'aime pas tant la MJ qu'elle personnifie. Fait que c'est ça. Fait que ça dépend, mais moi, je suis de la génération Christian Dunst, OK? Qui joue MJ. Mais tout ça pour dire, mais tu sais, je l'ai vu dans d'autres films, puis tu sais, elle était bonne. Dans Doom, j'ai hâte d'avoir un peu plus. Dans le premier Doom, elle joue pas un énorme rôle, fait que ben là, elle va avoir plus de pouvoir là, dans la suite, mais j'ai pas vu non plus. D'ailleurs, c'est un film de Sam Levinson là, sur Netflix qui est Malcolm et Malcolm Mary, and Mary. Ouais, Malcolm and Mary. Mary. Je ne sais pas à quel point c'est bon. Je pense que les commentaires étaient quand même négatifs là, sur cette série. Pas une série, mais un film sur ce film-là. Oh. Ben, je pense que c'est comme un court film, là, quand même, de 1 heure et demie. Puis c'est John Washington qui arrive avec sa femme qui est Zendaya, puis ils reviennent, je pense, c'est un scénariste, là, puis ils reviennent d'une grande soirée, puis là, je pense qu'ils ont une discussion sur, justement, le film qui est écrit, ou peu importe. Là. Je pense que c'est un couple qui jase pendant 1 heure et demie. Je sais pas à quel point c'est bon. Peut-être un jour, je vais l'écouter, mais en même temps, je suis pas un fan de Sam Levinson jusqu'à maintenant. Fait que ça va peut-être rester comme ça, je sais pas. Parce qu'il avait fait un autre film aussi, The Assassination Nation. Ah, c'est lui qui a fait ça, ok. Ouais. Je l'ai pas vu. C'est lui qui a fait ça, ouais. Je l'ai pas vu non plus. Ouais. Ok. Intéressant. Je lance ça dans l'univers. Là, il Mais reste bref, juste un je film? voulais juste dire, Ben, Ouais. les 2 séries dont je t'ai parlé, ils sont sur Crave. Fait que si vous avez Crave, allez-y. Des bonnes affaires sur Crave. Absolument. Ah. Fait qu'il nous reste juste un film? Il nous reste un film. Ben moi, il m'en reste un, toi. Ben, la même que moi. Parfait. Parfait. Exactement. Ben, c'est un film qu'on a parlé. Ben, que moi, j'ai parlé cet été quand il est sorti au cinéma. Qui était Oui. C'est un film de Wes Anderson qui est assez pété, qui est comme vraiment plus pété que ce qu'il a fait avant, je trouve. Puis le premier visionnement est un peu bizarre. J'étais comme, ok, c'était bon, Oui. mais j'ai pas compris. Puis là, je Moi l'ai non plus. Mais c'est ça, mais moi, je l'ai réécouté, puis là, j'ai compris les affaires, je l'ai comme plus vécu, puis je trouvais ça extraordinaire pour vrai. Il était sorti de Ouais. mon top 10, là, je l'ai ramené, je pense, troisième dans mon année à date. Oh, Parce que tabarouette, ok. j'ai vu les choses, puis je suis comme, oh wow, ok, c'est vraiment une belle réflexion, puis je trouve ça génial. Tu sais. Mais Ben, vas-y, je d'en voir pense. toi, comment tu le vois. Ouais, ben, bref, Asteroid City. Ben
Mais moi aussi, tu sais, tous les films de Wes Anderson, ça me prend un deuxième visionnement parce que le premier, je suis toujours perdu. Là. Je suis comme. Ben, faut dire qu'au départ, Wes Anderson, c'est pas mon réalisateur préf. Puis, c'est pas un style qui vient me chercher tant que ça. J'aime son style d'humour, j'aime son esthétisme dans ses films, son idée un peu de ventriloque, mais c'est pas un humour. Je catégorise son humour comme satirique un peu, mais on pourrait le voir aussi comme de l'humour noir, mais comme pas trash, là, un certain humour. Toi, t'appellerais ça comment, son humour? Ben, je sais pas. C'est pas de l'absurde, en tout cas. Mais c'est ça, ça a des traits d'absurde, mais ça ne l'est pas. C'est pas absurde. Ben, il y a un C'est pour style ça qu'il unique, fait hein. Il n'y a plus vers la personne qui peut faire satire. ça. Tu sais, Taika Waititi, il essaye de le faire, puis ça marche pas. Là. Exact, c'est ça. Mais Taika Waititi, il va se rapprocher plus de l'absurdité, lui. Ouais. Surtout avec Thor, Love and Thunder, qui est totalement absurde. Mais ça pour dire que Wes Anderson, ça me chicote à chaque fois parce que j'écoute un film, je suis comme ah, faut que je le réécoute parce que j'ai rien compris. Puis ça, c'est surtout dans les dernières années, ces dernières sorties, justement, là, de Grand Budapest Hotel, French Dispatch, puis justement, Asteroid City, je trouve que c'est trois films qui se ressemblent beaucoup dans la forme du scénario, là, dans l'espèce de. Ben, c'est qu'il y a plein de layers de Exact, réalité dans lesquelles tu embarques aussi. Tu sais. c'est ça. C'est quasiment son multiverse là, à Wes Anderson. Fait que. Puis je trouve qu'il y a tellement de personnages que tu peux te perdre facilement là, dans l'histoire, justement. L'histoire qu'au premier visionnement, t'arrives pas à trouver. Là. Parce que, ben, c'est sûr qu'Asteroid City, il y a une histoire un peu plus bien dirigée, là, une histoire qui nous met un peu plus l'haleine. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais pas dire rien de Ben, qui tu sais, valent la peine, l'histoire, mais là, il y a une histoire, mais elle est tellement mince aussi. Tu sais, il n'y a pas exact. tant de lignes directrices, là. C'est juste que tu erres dans un environnement. Puis je pense qu'il y a une réflexion à faire avec la COVID aussi, parce que, ben, Ben, dans je le fond, pense c'est que ça. oui. Tu sais, Mais c'est c'est parce comme. que Ouais, vas-y. j'allais dire, tu sais, c'est. Bon, l'histoire, ben, t'en avais déjà parlé quand t'étais le voir, mais tu sais, l'histoire, c'est une pièce de théâtre qui est comme montée ou un film. C'est genre une série télé, je pense. Ouais, ok, une série de télé. Ouais, j'ai l'impression, parce que à un moment donné, t'as comme un Ok, gars dans la télé, puis il dit, OK, ça se passe là, puis oui. je suis pas Mais sûr. t'as Bryan Cranston qui va comme narrater l'histoire pour dire que Edward Norton, qui est un auteur, il écrit justement cette série-là ou cette pièce de théâtre-là. Parce que je trouve qu'il se retrouve sur scène à un moment donné, fait que je me dis, OK, c'est une pièce de théâtre qui monte. Mais en même temps, là, c'est comme les acteurs qui vont jouer leur personnage, puis c'est comme des répétitions, si tu veux. Fait qu'on voit leurs répétitions qui sont dans l'environnement, justement, de une espèce de Nevada là, désertique à Asteroid City, qui est la ville. Puis, tout ça, c'est la fiction, puis c'est dit dès le départ. Puis, je trouve que ça nous inclut un peu plus en tant que public. Je trouve que ça nous incluait un peu plus que dans French Dispatch. Où est-ce que French Dispatch, c'était vraiment, vraiment fucké, que tu comprenais rien. Puis, oui, il y avait une histoire quand même à travers ça, mais je me suis un peu plus emmerdé dans French Dispatch que Asteroid City. Puis encore là, ben, ce que j'adore, c'est justement l'espèce de. Ben, c'est l'esthétisme du film, puis comme les couleurs pétées aussi qui arrivent, puis tout est genre vraiment pâle, puis. Mais je te dirais que, c'est ça, c'est loin d'être mon préféré, là, de tous ces films. Ben, je pense que quand tu le comprends, il est vraiment très, très, très bon. Ah, peut-être. Parce que moi, je le vois dans le sens que, tu sais, la ville, dans la série télé qu'ils jouent, sont Ouais. dans une ville où est-ce qu'il y a comme une exposition de sciences. Puis c'est tous des scientifiques, c'est tous des gens qui cherchent des réponses. Ou c'est des jeunes, mais c'est des jeunes, genre surdoués, que ils vont trouver des réponses pour les autres, là, tu sais. Ouais. Puis là, il y a un alien qui va arriver pendant une exposition, puis là, tout le monde est mis en quarantaine parce que, ben, comme, ils savent pas trop. Puis là, l'État essaie de cacher la vérité, puis tous les scientifiques sont comme, non, il faut dire la vérité, puis ils essaient de, comme, de jouer en contre-pouvoir un peu par rapport à l'État, puis par rapport à l'armée. Puis je pense que ça parle de ça aussi. Tu sais, l'alien, là, ils se mettent en quarantaine. Je pense que ça peut faire une référence Ouais. à la COVID, où est-ce que, tu sais, dans le fond, tu te ramasses quelque part enfermé, puis ça n'a plus vraiment de sens à l'existence. Puis le film parle beaucoup de l'existence aussi. Tu sais, le monsieur que sa Mhm. femme est morte, il veut pas l'annoncer, mais c'est comme, pourquoi qu'elle est morte? Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, comme, comment j'annonce ça? Puis toutes les questions de comme, pourquoi j'existe un peu, là. Tu sais, le film tourne autour Ouais. de ça.
même les acteurs, quand ils sont dans leur rôle d'acteur, pas nécessairement le rôle qu'on voit dans le film, ils sont toujours en train de douter à dire si je fais-tu la bonne chose. Même Edward Norton, il est en train de douter à dire je fais-tu c'est-tu bon ce que je fais, ça a-tu rapport, je mérite-tu d'être là, tu sais? Ouais. Puis, j'aime aussi le paradoxe, tu sais, c'est tous des scientifiques qui. Tu sais, c'est eux dans la société qui vont chercher les réponses ou qui amènent des réponses, mais c'est des gens qui ont le plus de doutes dans la vie, puis qui ont le plus de questionnements, puis qui n'ont jamais de certitude, tandis que tu as comme peut-être d'autres personnes à côté qui se posent moins de questions, puis sont comme plein de certitudes quand au final, on sait rien dans la vie, puis Ouais. l'existence a rien. Puis tu sais, la fin, t'as combien de fin où est-ce que ça dit you can't wake up if you don't fall asleep, là? Je sais pas si tu le. Mhm. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est comme vraiment, ça a l'air cryptique un peu comme message, mais je pense que ça a rapport avec le film de comme, tu sais, l'existence, on n'a pas de réponse, on s'en fout, tu sais, tout sert à peu près à rien, puis c'est juste vis ton affaire, puis rêve, continue de rêver, puis comme arrête pas. Puis c'est ça, tu peux pas te réveiller si tu t'endors pas parce que, Ouais. ben, c'est ça, tu sais, continue de rêver, puis si tu rêves, puis tu deviens pas blasé, ben, comme, tu peux pas te réveiller, là, tu sais, Ouais. Mais rêve. ça, c'est. Je te coupe 30 secondes. Là. Ça, c'est une parenthèse que je voulais faire. L'aspect du rêve est très présent dans tous les films de Wes Anderson, dans le sens que, oui, ces histoires vont être sujets à être un rêve ou un espèce de fantasme, une fantaisie. Puis ça revient dans pas mal de ces films. Puis je trouve que c'est un thème important de sa filmographie. Là, que dans tout, c'est juste Fantastic Mr. Fox. Tu as comme cet aspect-là aussi de conte de fées, que c'est Ouais. comme un rêve que tu fais, que tu vois des espèces de petites marionnettes là, parler puis faire toutes leurs affaires. Mais je trouve dans tous les aspects. Puis, moi, le film que j'aime le plus de Wes Anderson, c'est de Darjeeling Limited. Ouais. Puis, tout l'aspect, justement, de cette crise existentielle-là dont tu parles d'Astéroïde, c'est vrai que, on peut faire des liens aussi avec, dans tous ces films, ces personnages sont pas mal toujours perdus un peu, dans leur propre crise existentielle, tu sais. Ben, tu sais, dans Royal Tenenbaum aussi, quand t'as le personnage de Oui, Luke Wilson qui veut plus jouer au tennis parce qu'il est comme blasé, oui, puis t'as ça, puis il veut se tuer, puis c'est ça. Absolument, absolument. Mais pour l'espèce de. Je trouve que le film, ben, c'est peut-être aussi à cause du COVID, ben, comme tu dis, oui, ça traite un peu de ce qu'on vivait à ce moment-là quand c'est sorti, le COVID et tout, mais je trouve que il a mis beaucoup d'emphase sur. Ben, ou bien c'est peut-être l'aspect du public aussi, ou la publicité qu'ils ont faite sur le film, c'est que Wes Anderson, c'est comme rendu quasiment un icône qu'on voit juste par rapport à ce qu'il a fait à Grand Budapest Hotel puis à French Dispatch. Puis là, ce film-là, vu qu'il a le même esthétisme un peu, puis l'espèce de même direction de réalisation, ben là, on dirait on le met avec ces deux autres films-là. Mais tu sais, The Grand Budapest Hotel, moi, j'ai adoré, pas pour l'histoire, mais pour l'originalité du film. Parce que c'était comme la première fois qu'il faisait un genre de film comme ça. Puis là, après ça, il a réessayé avec French Dispatch, puis Asteroid City, ça ressemble un peu, mais en même temps, c'est pas du tout les mêmes histoires, tu sais. Mais tu sais, par rapport à l'esthétique que tu parles là, ben, tu sais, les gens vont toujours critiquer en disant que, tu sais, c'est du Wes Anderson, puis il fait toujours la même chose en termes d'esthétique, puis en termes, Ouais, tu sais, ces histoires, c'est pas toujours la même chose, mais ça se ressemble quand même, tu sais. ouais, Mais en même temps, tu veux, tu sais, tu vas voir du Wes Anderson, tu veux du Wes Anderson, puis plus qu'il te pousse, exact. plus que c'est intéressant parce que c'est rendu tellement minutieux, puis c'est tellement des petits détails de fou, tu sais, puis son esthétique était incroyable, là, il y a personne qui peut faire ça, là. Non, non, c'est ça. Fait que ouais. Mais ouais. Mais c'est un bel aspect. Mais va falloir que je le revoie, tu sais, pour vraiment mieux comprendre un peu comme toi, comme tu dis, deuxième visionnement, c'est sûr qu'on l'apprécie encore plus parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre un peu, puis on peut se permettre de porter une attention plus particulière à certains personnages. T'sais. Oui. Il faut que tu laisses le temps de germer puis juste de le Ah, c'est réfléchir ça. aussi. Parce que tu sais, le film, c'est un artiste qui. Ben, le film, c'est Wes Anderson qui est plein de doutes puis qui se remet en question tout le temps. Puis c'est un peu ça le film. Tu sais. Mhm. C'est est-ce que je suis pertinent puis à quoi je sers. Puis c'est un peu ça. Ouais, Puis il met ça dans ses personnages. Puis tu sais, Wes Anderson, c'est un peu l'Edward Norton qui est dans le film aussi, qui est c'est l'auteur. vrai. Plein C'est de doutes. vrai. En tout cas, Mais c'est c'est ça. Mais un c'est le fun. chef-d'œuvre. Puis, tu Un chef-d'œuvre. as toujours une belle brochette d'acteurs aussi qui est reliée à ses films. Puis, c'est souvent les mêmes acteurs qui reviennent, mais tu sais, là-dedans, t'as Tom Hanks qui est là, t'as Steve Carell, tu sais,
T'as Tu sais, une belle brochette d'acteurs, là. t'as Margot Robbie qui a une scène, puis que je trouve sa scène est Oui! géniale aussi. Tu sais, elle joue la femme de Oui! Jason Schwartzman qui est décédé, puis que finalement elle s'est fait couper de la série, mais là ils sont comme dans un studio qu'elle tourne un autre projet à côté, fait que là ils sont comme sur des passerelles, Ouais. puis ils échangent. Hey, tu vois ma femme, finalement ils ont t'a Mais, coupé, fait que là qu'est-ce qui se mais tu passe après? voyais, il me semble qu'elle disait de quoi un moment donné aussi qui rappelait justement Barbie. Fait que là, tu te dis, ah, Ça ok, se elle peut. est peut-être en train de tourner Barbie, tu sais, à côté. Fait que c'est Ça se deux. peut. Ben, c'est un peu aussi deux histoires qui pourraient s'entrechoquer. Tu sais, Barbie, qui est comme c'est un personnage, une crise existentielle, qui se découvre que, tu sais, c'est pas juste une poupée, tu sais, puis non, c'était vraiment intéressant, cette scène-là. C'est des esthétiques comme abondantes aussi, c'est pété les deux, fait que ça Ouais. effectivement. Et puis d'ailleurs, tu sais, j'ai regardé le moyen-métrage de Sofia Coppola sur Netflix. Puis là, j'ai vu Wes Anderson, il y a beaucoup de Oui, courts-métrages sur ça vient de Netflix. sortir, ça vient tout juste de sortir, ça fait Ah, c'est genre vrai? un mois peut-être, ouais. C'est Et- Roald Dahl, là, tu sais, Roald Dahl, oui. l'auteur je sais pas, Cat in the Hat, me semble, c'est ça? Non, ça c'est Dr. Seuss. Roald Dahl, ben, il a fait Fantastic Mr. Fox, Roald Dahl. Ouais, fantastique. Charlie de la chocolaterie Des, aussi, me semble. des contes, là, plus. C'est ça. Mais ça me j'ai vu, c'est ça, c'était Ralph Vienne là, qui joue Rodal, justement, qui dans pas mal tous les petits courts-métrages. Mais t'as aussi Benedict Cumberbatch. Benedict, excuse, j'ai dit Benedictine. Mais Benedict Cumberbatch qui revient aussi dans plusieurs courts-métrages. Tu les as pas regardés? Ben, j'ai pas Netflix, fait que mec, que je le reprenne, je vais y aller Ah, c'est assurément, vrai. mais j'ai pas C'est vrai. Netflix. Parce que Fait là, je que- me suis dit, Colin, j'aurais pu, mais j'ai pas eu le temps. Ah non, mais, mais mais on va s'y mettre, là, ça s'en vient, là. Ouais, mais il y a comme 4 courts-métrages, je pense, de 17 minutes. Ça vaudrait sûrement la peine d'aller voir ça. C'est du Wes Anderson. Mais je comprends pas pourquoi c'est des courts-métrages. Ben, je pense que c'était comme plus une affaire d'anthologie, qu'il a fait comme plusieurs Ah, histoires, puis que peut-être. ça aurait pu faire un long métrage avec plein d'histoires comme French Dispatch, mettons, mais Ouais, parce là, qu'il y aurait, finalement. ben, tu sais, étant sur Netflix, il aurait pu faire une série, admettons, tu sais, à la Wes Anderson. Un peu comme, tu sais, je pense que c'est Guillermo del Toro qui a fait une Ouais, série, Le Cabaret, Le Cabinet, quelque chose. Là. ouais. Fait que ça aurait pu être intéressant là, d'avoir tout plein de petits courts-métrages. Wes Anderson. Ça, c'est à surveiller, puis je sais pas s'il y a d'autres choses qui sortent bientôt, je suis embêté. Il faudrait checker. Ouais. Ben là, il vient de sortir Asteroid City. On verra. Mais en tout cas, j'ai bien hâte là, de Ok, son bon. prochain projet, parce que j'adore ce qu'il fait. Mais c'est jamais. On passe jamais notre temps à écouter un Wes Anderson parce que justement, on acquiert cette expérience-là qu'on vit en écoutant ce film-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu peux pas faire aimer Wes Anderson à tout le monde. Il y a des gens, là, ils vont tellement s'emmerder dès les premières minutes. Il faut vraiment que tu tombes en amour avec son esthétisme, puis c'est les personnages aussi qu'il met en œuvre. Là. Oui. Mais c'est ça. Asteroid City, c'est ça. Moi, je l'ai écouté sur Prime Video. Fait que si vous avez Prime, c'est gratis, mais vous le payez. Toi, tu l'as acheté ou? Absolument. J'ai Ouais. tous ces films à Wes Anderson, je les ai tous. OK. Barbie aussi, j'ai vu ça. Oui, Barbie, tu vas-tu le réécouter prochainement? peut-être. On verra. Ouais. Bon film. All right. Ben, Christy, Wes Anderson, lâchez pas le morceau. Là, la semaine prochaine, c'est quoi t'écoutes? Là, il y a les rayons gamma qui sont sortis au cinéma. Peut-être que je vais y aller, peut-être pas, on Oh, verra. OK. C'est le film de Henri Bernardet que je parlais de À Ouais. l'Ouest de Python l'autre jour, là, c'est ça, mais il est sorti Ouais. vendredi, hier. Donc on verra, peut-être. Sinon, je sais pas. J'ai Shadow de Jean Yimou que j'aimerais ça regarder. OK. Sinon, je sais pas. Intéressant. On verra. Ben là, moi, j'ai Netflix, Ben. Puis, comme je te disais, ben, c'est ça, la nouveauté cette semaine, c'était The Killer, nouveau film de David Fincher qui est sorti sur Netfllix. Donc, moi, je l'ai mis direct dans ma liste. Mais Pas eu j'ai le temps pas encore de entendu le des regarder. si bons commentaires que ça. Non? Dans le sens que c'est pas que c'est un mauvais film, parce que Fincher, OK. c'est un grand cinéaste, sauf que Ouais. ça reste genre vraiment basic, il paraîtrait. Puis, tu sais, c'est OK. pourrait qu'il s'est fait manger par la machine Netflix, on sait pas, là, Ah. mais en Ben tout là, cas, ça n'a pas été c'est si ça mauvais qu'on que a ça. peur. C'est ça qu'on a peur. Mais bref, j'avais pas non plus regardé son Mank qui avait sorti, je pense, en 2017, je ne me trompe pas. Mais, Non, 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 plus récemment que ça. ah ouais, plus récent, C'est peut-être 2018? 3 ans, peut-être, là. Hein, 2020? Ben, ça se peut-tu? Attends, Ben je vais aller non, c'était voir. avant le COVID. Attends, je vais aller voir, Moi, je je vais aller dis voir. 2017. Moi, je dis 2017. 2020. Ah, c'est...
ça paraît loin. Ça, c'est Netflix qui fait ça. Mais, mais Mank, ouais, je vais peut-être me taper ça. Parce qu'il y a d'autres films aussi de Netflix que j'ai dans ma liste depuis belle lurette. Que là, je me dis, bon, je vais peut-être me faire une petite semaine Netflix. Ah, mais, excuse, je me suis étouffé avec un poil de chat. En tout cas, attache ta dessus quand on écouter Mank parce que c'est assez bizarre. Ben, pas bizarre, mais c'est Ouais, assez ben, exigeant. j'imagine. Ben, surtout que je suis pas un friand de Citizen Kane. Tu Ben, vois-tu des replays à faudrait que Citizen Kane? ben, le film, c'est comme une. Parce que ça parle de l'écriture de Citizen Kane puis tout, Ouais. mais je pense que le film fait comme un miroir à Citizen Kane dans le sens que l'esthétique est Et, semblable. Je pense que la manière c'est construit, c'est un peu semblable aussi. Là. hmm. C'est sûr, si tu verrais Citizen Kane avant, c'est peut-être avantageux, là, mais Ben, je vais peut-être. Ben, je pense qu'il est sur YouTube. Je pense qu'il est sur YouTube, Citizen je Kane. sais pas. C'est peut-être. Peut-être. Ou bien je la jette en Criterion à 98$. Il est Tu sur voir ça. Canopy, je pense. Il est sur Canopy. Ben non, mais c'est un film qu'on trouve. Mais c'est un bon film, là, Citizen Kane. Absolument. Rosebud. Mais Mais, tu sais, mais c'est un film de 39, je pense, Citizen Kane, puis tu le ouais. regardes, puis techniquement, il pourrait se faire aujourd'hui, puis ce serait impressionnant encore. Là, tu sais, la Ah, manière c'est que c'est ça. fait, c'est pas vieux C'est ça. pantoute, là, c'est Ben, je génial. suis Là. même surpris qu'il n'y ait jamais eu Hollywood qui fasse un remake de ça. Hey, ça serait une honte, faut pas faire ça. Là. Tu penses-tu? Ah, faut pas faire ça. Là. Ça serait affreux. Ça serait Citizen Kane female Faut pas faire ça. de Marvelous. Citizen Kane. Non, mais je vais sûrement me taper ça, Benz, mais je voulais te dire, il y a plusieurs sorties la semaine prochaine au cinéma, dont euh, Hunger Games, un Ouais. prequel à Hunger Games avec un très long sous-titre là, qui est comme The Ballad of Songbird and the Snake, quelque chose comme ça. Peut-être aller voir ça, peut-être que non aussi. Il a l'air de durer longtemps quand même, 2h40. Ah ouais. Puis, mais ça a l'air intéressant. Peter Dinklage qui joue le grand Manitou là, dans le film. Fait que ça, c'est un bon contraste que je viens de faire là parce que c'est Peter Dinklage qui joue un grand Manitou. Mais tout ça pour dire, il y a aussi Thanksgiving qui sort, Ouais. qui est le nouveau film d'horreur de Eli Roth. Bien hâte de voir ça. Je te tiendrai au courant. À suivre. Je vais peut-être voir. J'avais des films dans ma watchlist, des remakes là, de Alfred Hitchcock. Fait que je vais peut-être ouais, peut-être voir ça. Je te parle de ça la semaine prochaine à Qu'est-ce que tu regardes?